Bienvenue dans Ego, un podcast qui invite à dépasser ce dernier pour aller plus loin et adresser à celles et ceux qui souhaitent grandir autant dans l'esprit que dans leur corps. Dans l'épisode du jour, on va parler d'entrepreneuriat, de sport et plein d'autres choses. Et dans l'épisode du jour, on n'est pas tout seul. Alors du coup, je te laisse te mettre dans un cadre confort, peu importe ce que tu fais, et on est parti. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on n'est pas tout seul, on est avec Pierre-Yves. Pierre-Yves, je te laisse te présenter tout simplement, globalement. Donc je m'appelle Pierre-Yves Balloin. J'ai créé Athletic Camp, donc une salle de sport sur Brest, il y a maintenant 2 ans. D'ailleurs, on vient de souffler les deux ans il y a 2-3 jours. Top, ouais. Et en parallèle, je suis préparateur physique, coach en bodybuilding et en powerlifting. Voilà ce que je peux te dire. Après, je sais pas si tu veux que je rentre plus dans les détails. Mais ouais, c'est déjà bien. De toute façon, on va parler plus en détail après. Ça marche. Nous, on s'est rencontrés, du coup, moi, je suis venu à ta salle, tout simplement. Yes. Je crois, si je dis pas de bêtises, j'étais venu la semaine ou le jour de l'ouverture faire une séance de test, quoi. Ouais, tout à fait. Mais t'étais pas venu tout de suite. Ouais. Et franchement, j'avais kiffé et tout. Après, il n'y avait pas encore la grande barre d'attraction qu'il y a maintenant. Ça, c'est trop bien maintenant. Je suis le seul sinon. Un peu trop grand. Mais ouais, c'était top ça. Et du coup, moi, j'ai souhaité t'inviter aujourd'hui parce que du coup, tu es entrepreneur. Ouais, vu que tu as ouvert ta propre salle. Tu as une bonne expertise dans le coaching et une bonne expérience aussi là-dedans. Donc, on va pouvoir développer autour de ça, que ce soit sur l'aspect professionnel, tu vois, de comment créer ta salle, ce que ça implique, les défis que tu as rencontrés, tout ça. Et en plus, parler un peu de ton expérience en tant que sportif, en tant que coach aussi. Et voilà, qu'on va pouvoir parler de tout ça, quoi. Ok. Voilà. Donc toi, comment est-ce que tu as commencé le sport? Comment est-ce que tu es tombé dedans? Moi, j'étais très foot. Ok. Très foot depuis toujours. Donc, j'ai été en club comme tout le monde, je pense, à partir de 6 ans. Et donc j'ai fait du foot jusqu'à mes 20-22 ans à peu près. Et la passion de la musculation, finalement, elle est venue du fait que je passais mon temps à me blesser. Ah ouais. Ouais, arrivé c'était moins de 15 ans à peu près, j'ai commencé à me blesser, mais constamment. Je crois que depuis mes moins de 15 ans, j'ai fait aucune saison complète. Et en fait, j'aime trop le sport et j'étais vraiment bridé, je pouvais vraiment plus rien faire, je pouvais plus courir, etc. Et du coup, je me suis inscrit en salle de muscu à l'âge de… en fait, j'ai commencé au lycée, 16 ans, j'ai en seconde, première, et je faisais 10 fois 10 au bench 2 fois par semaine. Ouais. Je faisais que ça. Et en fait, à chaque fois, je faisais muscu, et dès que j'étais plus blessé, bam, je repartais foot. Et au bout d'1 mois, 2 mois, boum, je me repétais. Et c'était un peu des cycles comme ça. Donc en fait, dès que je reprenais le foot, j'arrêtais la muscu. Ok. Mais j'ai toujours été actif. Même quand j'étais blessé, j'ai jamais arrêté. Et jusqu'au jour où je me suis dit non, là, franchement, j'ai une grosse blessure. Et je pouvais plus jouer au foot. Je me suis dit bon let's go, la muscu, de toute façon, j'adore ça. Ouais. Et je me mets à plein temps entre guillemets là-dedans. Ok. Et cette grosse blessure, c'était quoi du coup? En fait, c'est résolu un peu toute seule. Il y a très peu de temps d'ailleurs. Et je peux pas mettre vraiment un nom dessus. J'ai eu une douleur au tendon d'Achille. J'ai eu un accident de travail quand je bossais à l'usine un été. Et j'ai une grosse douleur au tendon d'Achille, mais impossible de courir plus de 5 minutes. J'ai fait plein de protocoles. J'ai vu 3, 4, 5 kinés. J'ai fait tous les examens possibles imaginables, que ce soit du nerveux, IRM, scanner, tout. Et à chaque fois, c'était RAS. Et j'avais une douleur de fou. Et je m'étais résilié au fait de même plus courir, etc. Et je me suis vraiment mis… Par contre, tous les exos bas du corps, c'était tout à fait possible. C'était à chaque fois que j'avais des contacts au sol, mon tendon d'Achille il flambait. Et j'ai fait une énième réhab, entre guillemets, de mon côté il y a quoi, début 2025. Et j'ai repris progressivement. Et là, je sais pas comment c'est possible, mais j'ai eu mal au début et après plus rien. Et donc là, t'es opérationnel à ce niveau-là? Je peux courir, en soi, je pourrais reprendre le foot, tu vois. Ok. Ouais, surtout qu'en ce moment, tu cours un petit peu. Ouais, c'est ça. Ouais, grâce à ça, ouais. Parce que sinon, je pourrais pas. T'as lancé aussi ton club de running un petit peu, je sais pas comment on peut le décrire. C'était un projet, là je l'ai laissé un peu en stand-by, mais l'idée c'était de faire un petit run club sur Brest. Ok. Ça appuie un peu sur la communauté Athletic Camp pour faire ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais toujours ma sortie du dimanche où je la faisais tranquille, je la faisais tout seul. Des fois, je sortais 1 heure, 1 heure et demie. Et je me suis dit, bon, autant passer du temps avec d'autres personnes. Donc là, j'ai laissé un peu en stand-by, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien remettre un petit peu
d'ici l'année prochaine ou fin d'année, quoi. Ok, Parce que j'ai perdu un peu en régularité sur le run. Donc il faut que je reprenne tout ça. ok. Et du coup, au niveau foot, t'es arrivé à quel niveau? Moi, tu vois, je m'y connais pas énormément en foot, Ouais. honnêtement, mais Au foot, en fait, j'ai pas fait la période du 19. Je suis allé directement en senior et j'ai joué, à l'époque c'était DH et j'ai joué 2 saisons en National 3 aussi. ok. Pour Voilà, ceux c'est au niveau des réserves de club pro à peu près. Ok. Voilà. Pour ouais, ceux qui s'intéressent au foot comme ça, au moins on sait un petit peu. Ouais. Même si moi, je dois avouer que j'y connais que dalle, mais Bon, mais c'est voilà. c'est un bon niveau, mais c'est pas non plus. Ok. C'est un bon niveau. Ouais. C'est- Et tu fais du coup en parallèle, tant qu'on parle de foot, de la préparation de différents athlètes, dont des footballeurs du coup. Ouais, c'est ça. Bah, je suis spécialisé en soi dans la préparation physique football. En fait, j'ai commencé à faire de la muscu. Et après, je me suis dit, tiens, je vais aller plus loin, je vais faire vraiment des exos spécifiques. Donc, j'ai commencé à faire de la prépa physique, mais pour moi, dans un premier temps, pour le foot. Et bon, en fait, j'ai pu voir certaines choses, comme quoi ça marchait. Ouais. Mais vu que c'était un peu saccadé ma pratique, j'ai pas trop pu voir sur le long terme, entre guillemets, ce que ça donnait. Mais à chaque fois que je reprenais, je voyais, ah ouais, par rapport à mon poids, j'étais plus explosif, etc. Et derrière, je me suis intéressé à la prépa physique dans le foot. J'ai fait tous mes stages. J'ai bossé aussi du coup un peu au Stade Brestois pendant 2-3 ans. J'ai bossé en tant que préparateur physique au centre de formation. Et donc je suis spécialisé là-dedans. Et après, j'accompagne d'autres sportifs aussi. Mais de tout sport. Donc je fais du basket, du rugby, je fais du roller, du hand, etc. Et maintenant, en vrai, vu que je me suis un peu spécialisé aussi dans la réhab, parce que je me suis pas mal blessé et j'ai pas mal d'expérience. Ouais. Et franchement, honnêtement, ça aide de fou. De blesser, de ressentir les choses. Comme ça, le gars, il vient me voir, j'ai cette sensation. Je peux direct lui dire, ouais, est-ce que c'est inquiétant, pas inquiétant, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc, mine de rien, dans mon malheur, ça m'a permis de gagner en expérience finalement. Ouais, c'est ça, tu as réussi à tirer du bon de fou, mauvais, quoi, on va dire. C'est ça, Un petit peu. exactement, ouais. Ok. Et toi, est-ce que là, tu as des influences dans le sport, que ce soit au niveau d'auteurs, lecture, de sportifs qui te correspondent ou tu as pris exemple, tu vois, dans le sport? Ouais, moi j'ai pris beaucoup d'exemples. Après, c'est pas tant sur les sportifs. En fait, les sportifs, j'analyse. Par exemple, si on parle du powerlifting, j'ai tiré beaucoup de mes connaissances de juste l'analyse des mecs chauds. Ok. Et j'analyse le mouvement, j'essaye de comprendre pourquoi il fait ça par rapport à son anatomie, etc. Et ça me permet après d'individualiser par rapport à tous les profils que j'ai. Ouais. Mais sinon, sur la partie prépa physique, je me suis beaucoup inspiré de tout ce qui se fait aux States. Ok. Pour moi, ils sont franchement 20 ans en avance sur nous, au moins, dans la pratique. Même à niveau amateur et tout, ils sont à fond dans la prépa. Et j'ai quelques préparateurs physiques aux States que je suis beaucoup. Ok. Et donc j'ai acheté des programmes, etc. Je regardais toutes leurs vidéos et j'ai essayé de comprendre. Je regardais aussi le profil de leurs athlètes. J'essayais d'aller voir à quel niveau ils jouent, quel poste ils jouent, pourquoi il lui fait faire tel exercice, etc. Et en fait, c'est en faisant ce travail de recherche, mais tout seul de mon côté. Je suis pas très étude, etc. Je suis pas très lecture non plus, mais c'est plus, je me base beaucoup sur l'expérience des gens, l'expérience terrain. Mais c'est pas juste, ah tiens, il fait faire ça un footballeur, bon moi je vais faire la même chose, tu vois. J'essaie de comprendre derrière pourquoi il le fait, quel intérêt ça peut avoir. Et j'essaie de comprendre, moi, si je le transfère à lui, est-ce que ça pourrait lui être intéressant, etc. Ok, ouais, je vois. Et du coup, là, en parallèle de ça, tu as fait quoi comme études pour devenir ce que tu es aujourd'hui, du coup, coach, Ouais. préparateur physique, tout ça? Moi, je suis parti après mon bac en licence TAPS, donc je l'ai fait ici à Brest. À l'époque, il n'y avait pas la filière préparation physique. Donc du coup, j'ai fait entraînement sportif, c'est ce qui s'en rapprochait le plus. Ok. Mais je ne pouvais pas faire de stage en préparation physique. Et donc j'ai fait des stages en entraînement, en structure. Et c'est là où j'ai pu rentrer au Stade Brestois. Donc là, cette année-là, j'étais en tant qu'entraîneur. Ok. Entraîneur adjoint sur une équipe de jeunes. Et ensuite, je suis parti en master à Lyon. Là, c'est le master vraiment préparation physique, c'était réathlétisation, c'est vraiment optimisation de la perf. Ok. Donc en soi, c'était le master quasiment le plus renommé, entre guillemets, tout le monde voulait aller un peu là-bas. Et j'ai fait 3 mois. Je suis allé là-bas, on faisait que des cours en amphi, des cours théoriques, beaucoup de recherche, etc. Je dis pas que c'est pas intéressant, mais moi, ça me plaisait pas du tout. On avait très très peu de terrain, finalement. Et je voyais que même quand on mettait certaines personnes, des têtes sur le terrain, elles n'arrivaient même pas à animer un petit exercice, un petit circuit. Je me suis dit, wow,
c'est chaud quand on s'attardait pas du tout là-dessus. Ouais. Et du coup, j'ai dit non, ça me convient pas, je vais perdre deux années. Et moi, j'aime pas travailler pour avoir juste une distinction et un titre. Ouais. Je sais qu'avoir un master en prépa physique, maintenant, c'est quasiment obligatoire pour entrer dans une structure. Mais je me suis dit non, j'ai pas envie de perdre 2 ans. Et je suis parti sur autre chose. Après, ma volonté, c'est toujours de bosser dans un club pro. Ok. Ça a toujours été ça. Je me suis dit, je vais faire de la perf, je vais être préparateur physique dans un club pro. Et donc j'ai fait une petite année de transition quand je suis rentré, parce que du coup, j'ai arrêté en décembre. Et je me suis inscrit à un DU de préparation physique à Dijon, c'est Gilles Cometti. Là, je me suis dit, c'est pas mal parce qu'il y a 4 séminaires de 5 jours, il y a une période de stage, donc en fait, finalement, tu es en structure tout le temps. Ok. Et je me suis dit, bon, ça peut être pas mal pour compléter mes compétences et trouver une structure d'accueil. Et ça a commencé en septembre, et je me suis dit, vas-y, je reprends le foot. Comme ça, alors que j'avais arrêté depuis 2 ans. Je me suis dit, vas-y, je reteste avec mon tendon d'Achille. Et bon, ça l'a pas fait, ça l'a pas fait. Mais j'ai essayé de reprendre quand même. Et donc je suis parti au DU, et là, j'ai eu un stage au Stade Brestois. Mais cette fois-ci en tant que vrai préparateur physique. Donc j'étais avec les 19 NAS. Et à la suite de ça, j'ai poursuivi au Stade Brestois, j'ai fait une alternance. J'ai passé un diplôme de coach à côté. Et j'étais en tant que préparateur physique, cette fois-ci sur les 17 NAT. Et après, j'avais aussi les petits, j'avais eu U12, U13, U11 en préparation physique, et j'ai coaché les U13. Ok. C'est ça. Et voilà, après, après cette année-là, c'est l'année où j'ai construit la salle. Bon, ça a mis 1 an à ouvrir le projet, parce que c'est gigalon. Mais c'est un peu l'année de transition, c'est ça. Ok. Et là, ouais, quand tu as commencé à faire vraiment préparation physique sur des footballeurs, c'est là où tu voyais que tu prenais vraiment plaisir dans ton travail, plus que du coup, par exemple, ce que tu as pu faire à Lyon, quoi. Ouais, carrément. Après, à Lyon, j'étais en structure aussi. J'étais dans un club, mais non, c'est vrai que c'est plaisant. Après, ce genre de public, par exemple au Stade Brestois, c'est cool parce que même si tu prends les tout petits, ils sont là, ils sont motivés, quoi. Ouais. Ils savent qu'ils sont là, c'est pour devenir aller au top, quoi. Donc c'est sûr qu'ils sont très moteurs, très à l'écoute, ils veulent vraiment progresser. Donc c'est un public que j'affectionne beaucoup. Mais du coup, par rapport à Lyon, ouais, j'étais tout le temps sur le terrain en fait. Okay. Même si c'était entre guillemets une sorte d'alternance, finalement, même la première année, j'étais quasiment à tout le temps sur le terrain, quoi. Ouais. Et est-ce que pour toi, tu sais, il y a beaucoup de coachs, donc par exemple moi, ou plein d'autres, tu vois, qui font pas forcément d'études spécifiques dans le sport, mais qui quand même se lancent dans des coachings, tout ça, enfin dans le coaching tout simplement. Est-ce que pour toi, tu penses que c'est nécessaire d'avoir un diplôme? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et qu'est-ce que ça change en fait d'avoir un diplôme et de ne pas en avoir un? Même si je sais que c'est controversé, tu vois, comme sujet, mais c'est intéressant, tu vois, moi je pense d'en parler. Ouais, moi j'ai mon avis assez tranché là-dessus. Ouais. Pour moi, le diplôme, il sert à rien. Ok. Ouais, en vrai, moi je vais pas cracher sur ce que j'ai appris beaucoup de choses dans mon parcours scolaire, mais franchement, quasiment rien comparé à ce que j'ai pu acquérir de mon côté, quoi. Ouais. T'as beau avoir un master, etc. Certes, tu as une base de connaissances, mais derrière, si tu fais pas ton travail de recherche derrière, franchement, tu n'évolues pas, quoi. Moi, licence, tu vois, elle m'a servi, elle m'a permis d'avoir mon diplôme. C'est-à-dire que à partir de la 2e année, tu as ton diplôme d'éducateur sportif, donc tu peux après légalement coacher. Ouais. Mais derrière, sinon, en termes de connaissances, si j'étais pas allé chercher tout ce que je suis allé chercher, jamais je serais là où j'en suis aujourd'hui. Okay. Après, ce qui est cool, c'est que dans le sport, etc., chacun a sa propre vision un petit peu de chaque discipline, mais surtout, quoi. En fait, il n'y a pas vraiment de vérité. Moi, ce que je trouve ça cool, c'est que même si un coach n'a pas de diplôme, il a sa propre vision et il va tirer des gens quand même parce que ces gens-là vont s'identifier à cette personne, vont partager sa vision et vont s'orienter vers cette personne, même si elle n'a pas de diplôme. Après, derrière, c'est sûr qu'il y a, on va dire qu'il y a un socle obligatoire, des connaissances, des prérequis, quoi. Par exemple, je sais pas, si je fais une diète à quelqu'un, je la mets à 500 kilocalories, bon, tu vois, c'est n'importe quoi, je vais ruiner la personne, donc il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Mais voilà, si tu veux t'élever, en vrai, il faut absolument que tu ailles chercher par toi-même. Okay. Donc pour moi, par exemple, si je devais recruter quelqu'un, tu vois, demain, une fois un préparateur physique à la salle ou un coach, je regarderais même pas son parcours. Tu vois. Okay. Enfin, en tout cas, je regarderais, mais ça ne m'intéresserait pas. Ouais. Je serais plus dans la discussion, comprendre comment lui voit la préparation physique, c'est quoi sa vision, etc. Vraiment des trucs de terrain finalement. Okay. Et le diplôme,
Après, le truc, c'est que si tu veux rentrer en structure, maintenant, il y a Oui. tellement de masters sur le marché que si tu n'as pas de master, limite, tu es mis de côté. Ouais. Donc après, bon, ça t'ouvre des portes, mais après, ça dépend vers où tu veux aller. Ok. Donc ouais, toi globalement, tu privilégierais, bref, t'as compris, Ouais, je privilégie l'expérience quoi. Exactement. Ok, ouais. Top. L'expérience et la vision de la personne. Ok. Ouais. Dernièrement, là, tu as fait une grosse transformation physique. Est-ce que tu peux nous en dire plus de combien t'es passé, tout ça, et le processus un petit peu que tu as fait, parce que c'était quand même impressionnant. Ouais. Oui, c'est vrai que c'était impressionnant. Ouais. Bon, en fait, j'ai. Je pars un peu plus loin en avant. Ouais, bien sûr. Comme ça, je t'explique tout. Ok. En fait, l'année de transition après le Stade Brestois pour ouvrir ma salle, il y a eu un laps de temps d'1 an, le temps de trouver le local, de faire toute la paperasse, etc. Et en fait, je me suis blessé à l'épaule pendant le Covid. J'ai dû me faire opérer de l'épaule. Et avant, j'étais à fond muscu. Bam, bam, bam. J'avais bien envoyé. J'avais pris beaucoup en masse et luxation, deuxième grosse luxation. Et après, j'ai des subluxes quasiment tous les jours. Ok. Obligé d'opérer parce que je ne pouvais plus pratiquer, même dans le quotidien, c'était chiant. Et j'ai profité de cette année-là où il fallait que je recherche un local, etc. pour me faire opérer. Et du coup, la strat, c'était je reste en prise de masse. Parce qu'il faut que je maintienne ma masse musculaire que j'avais acquis avant. Et du coup, j'ai recommencé la musculation après en parallèle, etc. Et j'ai ouvert la salle. J'ai vu que, faut bosser quoi. Faut bosser, ça demande de l'énergie. Je me suis dit, bon, je reste en prise de masse. Et finalement, je suis resté en prise de masse pendant 1 an et demi d'ouverture jusqu'à décembre. Et là, je me suis dit, non, en vrai, je peux pas rester comme ça. Et en soi, j'étais massif, mais j'étais quand même assez gras. Ouais, j'étais gras. J'étais monté à 93 kilos. Ouais. 93 kilos. Mais après, je faisais un peu de power à côté encore. Du coup, je me dis, en vrai, on s'en fout un peu. Et pour 1m72. Ouais. Et je me suis dit, non, il faut que je sèche. Donc j'ai entamé ça fin décembre 2024, Ouais. c'est ça. Et mon pic, du coup, j'ai arrêté, c'était il y a 3 mois, c'était en début de l'été. Ouais. Début de l'été, fin juin, début juillet, où j'ai arrêté ma cut et je suis descendu à 79. Donc j'ai perdu 14 kilos en 7 mois. Ouais, c'est ça, je perds à peu près 2 kilos par mois. Ouais. Et une grosse transformation physique. C'est vrai que ça, c'est Ouais. beaucoup vu. Je pense que tous les adhérents de la salle ont dû te le dire que c'était assez impressionnant de devoir transformer comme ça. Ouais, même moi, je me suis choqué moi-même. Ouais. Je pensais pas réussir à maintenir toute cette masse musculaire. Après, je savais, moi je suis partisan des cuts progressifs, etc. On va prendre le temps, ne pas être pressé par le résultat, quoi. Ouais. Et du coup, tu as fait quel processus un petit peu, quelle technique, on va dire, entre guillemets, pour… Je suis allé par étapes. En fait, j'étais à 4000 cal, 4100, 4200 et j'étais en maintien à 93. Ouais. Et je voulais jouer sur 2 leviers en parallèle. Je jouais sur les apports caloriques. Et en fait, c'est là où j'ai repris la course. Ok. Et pour ça, je trouve que ça m'a été bénéfique de fou de faire ce switch-là un petit peu. Parce que j'étais vraiment sédentaire. Je regardais mes steps, franchement, j'étais à 2000 quoi. J'étais à 2000, 3000, même si je faisais des coachings ici, je passe mon temps derrière l'ordinateur, coaching distance le matin, j'arrive à la salle, j'ai tous les progrès à faire administratifs. Au final, j'ai un job sédentaire de fou. Ouais. Et je me suis dit, bon, on joue sur la diète dans un premier temps et on met un run. Je me suis dit, c'est le moment de prendre un run, de remettre un run, on verra pour mon tendon d'Achille, parce que je savais pas que ça allait le faire. Ouais. Donc j'ai commencé par 20 minutes, j'étais hyper lourd. C'était horrible à courir, mais je me suis dit, tant pis, on maintient le truc. Donc je suis descendu de 4100 à 3002, 3100. Donc j'ai commencé à cut, je voulais pas faire un truc trop agressif, mais j'ai cut direct. Okay. Franchement, en 1 mois, j'ai dû perdre 3, comme ça. Ensuite, j'ai rajouté un deuxième run. Et l'objectif, c'était juste de courir 25 minutes les 2 fois. Et après, je faisais mes steps en parallèle et je passais du coup de 3000 à 8. Je voulais pas faire trop parce que ça me demandait un effort de marcher. Et ensuite, j'ai vu que j'avais bien cut. J'ai eu une petite phase où ça s'est maintenu légèrement. Je me suis dit, bon, c'est le moment de remettre un coup. Et je suis descendu. Bon, après là, j'ai fait un peu le bourrin, je pense. Mais je suis descendu à 2004. Ouais. 2004 en maintenant les 2 runs et je suis passé à 10K step. Mais ça allait. Et franchement, ça allait de fou. J'étais bien. Et j'ai maintenu ça après jusqu'à juin quasiment. Donc en fait, je suis passé la première phase, elle a duré 1 mois et demi. Et après, j'ai resté quasiment 4 mois pareil. J'ai augmenté juste un petit peu les dépenses avec la course.
Et sinon, j'étais toujours à 2400 cales, mes 5 entraînements semaine, mes 2 runs et j'ai cut comme ça. Et je suis arrivé jusqu'à 81 comme cela. Et après, j'ai décidé, en fait, j'ai eu l'envie de faire une compète de body. En fait, j'ai vu mon corps se transformer. Je me dis, ouh, en fait, de moi-même, je ne serais pas allé vers là. Ouais. Juste que les adhérents, etc. Je connais des gens qui sont coachs, qui font de la compète. Ils m'ont dit, t'as un potentiel de fou, va jusqu'au bout du truc, quoi. Ouais. Et je me suis dit, non, au début, j'étais non, j'ai pas envie, je sais ce que c'est à peu près, c'est très fatigant, etc. J'ai pas envie d'y aller. Et après, on m'a vraiment motivé, j'ai fait bon, allez, on y va. Mais le problème, c'est que j'étais en cut déjà depuis 6 mois. Normalement, tu fais une première phase de cut, tu fais une phase de recharge et tu recut derrière. Sauf que moi, par rapport au timing de la compète, il fallait que je reste en cut constamment. Et j'ai décidé de prendre un coach pour m'accompagner là-dedans, aussi pour le côté un peu psychologique. Et c'est plus pour le côté valider ce que je mets en place depuis le début. Ouais. Comme j'avais jamais fait de compte de body, bon, je savais que mon plan marchait parce que je continuais à cut. En fait, on a maintenu ce que j'avais, il a juste ajouté un tout petit peu de cardio. Je suis passé de 2 à 4 cardio par semaine. Même si j'avais augmenté la course, il m'a demandé de diminuer la course et rajouter du vélo. Tu vois. Bon, Okay. en soi, je suis resté pareil. Et après, j'ai arrêté quand j'étais à 79 kg parce que j'ai eu des problèmes avec ma sœur connectée, etc. J'ai dû me lever à 5 heures, me coucher à 23 heures pour faire les ouvertures de la salle, comme elle ne marchait plus, pendant 3 semaines. Et en fait, ça m'a flingué. Ça m'a flingué parce qu'on est resté pareil, on n'a pas adapté le plan. Et j'avais des vertiges de fou, j'avais plus d'énergie, j'avais du mal à coacher. Je devenais pas désagréable, mais j'arrivais même plus à tenir une discussion avec les adhérents à la salle. Je voyais que même d'un point de vue business, c'était pas forcément complémentaire. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter, quoi. Ouais. Voilà un peu le process. J'ai peut-être balloté un peu, mais. Si, c'est nickel. Ouais. Mais du coup, t'as favorisé du coup l'adhérence en fait à ton programme un petit peu et à ton bien-être et également du coup à tout ce que tu as en parallèle parce que ça faisait beaucoup à côté de tout ce que tu as à gérer une salle et les problèmes que ça peut apporter, les responsabilités surtout que ça peut apporter, quoi. Ah ouais. En fait, il y a un jour où j'ai vraiment eu le déclic, c'est qu'il y a un matin, je me suis levé et en fait, j'ai failli me casser la tronche. Ah ouais. Je me lève du lit, j'avais fait la tête qui tournait. Mais je savais que j'avais beaucoup de vertiges depuis un mois, j'ai au moins une centaine de vertiges dans la journée. Mais là, c'était vraiment de manière continue. Et là, j'ai dû prendre mon téléphone et j'ai dû annuler des coachings. Ouais. Et là, je me suis dit, non, là, je peux pas. On était à 3 mois et demi de la compétition. Je me suis dit déjà que j'étais fatigué. Je me suis dit, non, je peux pas. Là, je suis obligé d'annuler des coachings. Et je voyais bien qu'au niveau de la salle, j'avais du mal à m'investir, à mettre de l'énergie et tout. Je me suis dit, après, comme je t'ai dit, de base, je n'étais pas motivé plus que ça. En fait, c'est pas une passion le body. J'adore m'entraîner, etc. Mais la compétition de bodybuilding, c'est pas une passion. C'est juste qu'on m'a dit, ouais, t'as du potentiel, vas-y. Mais c'est vrai que, entre guillemets, le moteur n'était pas le bon, quoi. Il faut vraiment avoir un pourquoi solide. Et moi, j'en avais pas. C'était plus, bon, allez, vas-y, on se fait kiffer, on fait une petite compète de body. Mais c'était pas une. Du coup, j'ai mis tout sur la table. Je me suis dit, je fais les plus, les moins. J'ai fait, bon, ok, j'arrête, c'est pas grave. J'avais beaucoup communiqué là-dessus sur les réseaux, mais je me suis dit tant pis, en soi, voilà, ça fait du contenu. Moi, je sais que je suis capable de faire des prépas de body pour les gens, etc. Mais après, moi, je peux pas, quoi. Et en vrai, je regrette pas parce que là, ça fait quoi? Ça fait 2-3 mois que j'ai arrêté ça et ça m'a permis de regagner en énergie. J'ai pu remettre tout ça dans la salle et je pense que là où elle en est la salle, si j'avais continué ma compétition de body, j'aurais jamais atteint mes objectifs. Ouais. C'est sûr et certain. Ok. Et toi, est-ce que du coup dans ta vie personnelle et professionnelle, du coup, tu mets en priorité, tu vois, l'adhérence dans le sens où tu vas faire les choses plus par passion et pas te forcer à les faire parce que c'est quelque chose que tu n'aimes pas. Est-ce que tu vois à peu près ce que je veux dire? Si, je vois, ouais. Ouais. Tu dis moi personnellement ou pour mes clients? Toi personnellement, ouais. Ouais, maintenant j'ai changé un petit peu de façon de faire. Avant, je suis toujours très discipliné, etc. Moi, je suis en diète fixe depuis. J'ai maintenu ma diète depuis la prépa compète. Là, je suis en diète fixe depuis un an, plus d'un an et demi même. Donc je mange toujours la même chose. Et ça, j'ai gardé. Donc je prépare toujours mes repas, etc.
Mais ouais, c'est plus est-ce que ça va m'apporter quelque chose. Et en fait, je me suis un peu perdu dans ma pratique aussi. Ouais. Je ne savais pas trop où j'allais. Maintenant, je me suis plus recentré sur mes envies, plus qu'autre chose. Plus faire un truc parce que, en fait, il y avait un peu la compète de body. Le moteur était un peu aussi la visibilité. Tu vois, je me suis dit, ouais, si j'affiche un bon physique, je fais une bonne place, ça va m'apporter quelque chose. Et en fait, c'était pas trop moi. Même ce que je partageais sur les réseaux, je pense que je me suis un peu perdu. C'est pour ça que je me suis un peu éloigné des réseaux. Parce que finalement, le contenu que je faisais, je trouve que c'était pas moi en fait. Je m'appropriais plutôt le contenu un peu des autres en me disant, ah, ça va m'apporter ci, ça va m'apporter ça. Et en soi, ouais, j'ai fait une croix là-dessus et j'essaie plus de me recentrer sur mes envies. Bon, après, forcément, on sait tous, hein, la motivation, ça évolue. Moi, j'ai un objectif et après, je mets en place certaines choses pour l'atteindre, quoi. Ouais, c'est sûr. Bah ouais, de toute façon, c'est un peu la mentalité, tu vois, que j'essaie aussi de véhiculer un minimum. C'est l'adhérence. Déjà, moi, sur les coachings que j'ai, c'est, tu vois, tu as des coachés où tu as un exo qui va plus marcher qu'un autre. Sauf que cet exo en particulier, le coaché le déteste et il aime pas le faire, il se sent pas bien quand il le fait, il prend pas de plaisir à le faire. C'est un truc où du coup ton coaché va peut-être progresser un petit peu moins vite, mais par contre dans la durée, vu qu'il va aimer l'exo que tu lui donnes à la place de celui-là qui le ferait plus progresser, il progressera plus dans le long terme, quoi. C'est un petit peu ça aussi. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, la personne, même si elle sait que ça va l'aider à atteindre son objectif de manière plus optimisée, plus rapidement, etc. Même si elle n'aime pas le faire, même psychologiquement, elle n'arrivera pas à mettre ce qu'il faut. Elle n'arrivera pas à mettre l'intensité, elle n'arrivera pas à mettre l'intention qu'il faut dans l'exercice. Ouais. Donc comme tu dis, il vaut mieux trouver une alternative où la personne se sent mieux dessus, a plus de ressenti, certes peut-être moins optimisée par rapport à ses problèmes, etc. Mais si elle met justement cette intention, cette intensité, qu'elle envoie et qu'elle puisse être constante sur l'exercice sur un long laps de temps, durée, c'est ça. C'est plus bénéfique. Ok. Je suis d'accord avec ta vision. Je pense comme ça aussi. Ouais, c'est sûr. Et du coup, là, globalement, on a décrit un petit peu comment tu as fait cette transformation physique, donc pour les gens pour lesquels ça va intéresser. Et du coup, toi, c'est quoi ta vision au niveau de la nutrition? Donc, comment tu procèdes déjà avec toi, même si on a déjà un petit peu parlé, et comment tu procèdes du coup avec les personnes où tu dois suivre, tu vois, cette nutrition, tout ça? Ouais. Moi, personnellement, par rapport à mon emploi du temps, etc., il faut absolument que je gagne du temps. J'aime bien tout maîtriser, tout contrôler. Donc, je me mets en diète fixe et ça me permet de faire du batch cooking. Donc, je cuisine mes 4 repas du soir en même temps. Donc ça me fait le repas du soir du jour, plus 3 dans la semaine, et pareil le midi. Donc à chaque fois que j'ai plus de stock, par exemple ce midi j'ai plus de repas, hier soir j'ai cuisiné mes 4 repas de midi. Comme ça je suis tranquille jusqu'à la semaine prochaine. Je suis diète fixe. Après je sais que ça convient pas à tout le monde, à pas beaucoup de personnes. D'ailleurs il faut vraiment être entre guillemets seul, parce que si tu partages ta vie avec quelqu'un, c'est compliqué de partager les repas derrière, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc moi, comment je fonctionne avec mes clients, je leur laisse la possibilité, en fait, je m'adapte à leur quotidien, comment ils sont, est-ce qu'ils sont en ménage à 2, est-ce qu'ils sont tout seuls, les envies de la personne, est-ce qu'elle aime bien varier les repas ou est-ce que ça la dérange pas d'être en diète fixe. Moi, ce que je conseille toujours, c'est diète fixe. Parce que les gens qui viennent me voir, ils veulent quand même avoir un résultat assez rapide. Je leur dis, tu veux du résultat rapide, c'est diète fixe. Ah non, je veux pas. Ok, pas de souci. Alors moi, je leur propose la diète que j'ai appelée semi-fixe. Là-dedans, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est sur la journée. Par exemple, on se dit, je t'ai mis 4 repas à effectuer. Le repas 1, le petit-déj et le repas du midi, c'est de la diète fixe. Okay. Tu manges toujours la même chose. Et par contre, sur la collation de l'après-midi et sur le repas du soir, là, tu es flexible. Okay. Et soit on prépare en amont les repas, etc. Comme ça, tu tournes dessus. Tac, tac, tac. Soit après, tu prends ton appli et tu traques. Okay. Voilà. Et sinon, un truc qui marche pas mal aussi, c'est je mets en place sur mon template une semaine de nourriture. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire les calculs sur les 7 jours. Pam, 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 pam. Au moins, on sait que c'est carré. Tous les jours, tu as les macros qu'il faut, les calories qu'il faut, le timing des repas, la répartition des macros dans la journée par rapport à ton entraînement. Et il n'a plus qu'à faire sa liste de courses et faire ses 7 jours. Ouais. Donc au moins on a timé 7, après ça dépend, on peut mettre du fixe dans les semaines, ça dépend aussi des profils. Et après j'en ai un, tu vois, non, moi je vais rester en flexible. Okay. Donc il me traque tout depuis très longtemps, quoi.
Ok. Mais il fait l'effort de traquer dans son appli, et en plus il adore ça. Mais moi je pourrais pas perso, Ouais. ça prend du temps de fou, mais il traque tout, il m'envoie tout et c'est good quoi. Ok. C'est good. Donc ouais, ça dépend un petit peu, Ah bah, énormément même de la personne un Ah petit ouais. peu. Ouais. Moi j'oriente vers la fixe, parce que si tu veux des résultats, bah, au moins tu sais que c'est Oui. c'est carré. Mais comme tu dis, ouais, je m'adapte. C'est important de s'adapter à la personne. C'est-à-dire qu'au début, moi quand j'ai commencé mon coaching, je faisais que l'entraînement. Les gens n'étaient pas très réceptifs à la nutrition. Ensuite, j'ai rajouté la nutrition et maintenant, je vais beaucoup plus loin. Tu vois, j'ai ajouté tout ce qui est organisation, habitude, Ouais. mettre en place des routines. Hyper important. Et tu vois, je vais même sur comment. Je fais une liste de courses aux gens. Je leur dis, bah voilà, on est parti sur tel type de diète. Je te fais ta liste de courses. Tu fais tes courses le mercredi, tu fais tes courses le dimanche, je te fais ta liste, tu prends ça et ça. Comme ça, tu sais que tu as tout ce qu'il faut. Je dis, bah voilà, par rapport à ton emploi du temps, ton batch cooking, boum, tu le places le lundi à telle heure, tu cuisines pour tel jour, tel jour, tel jour, tel jour. Et en fait, j'essaie de mâcher le travail pour les personnes. Ok. Parce que certaines personnes ont du mal à s'organiser et il faut mettre des blocs fixes. Donc là, c'est ton batch cooking de ce repas-ci, etc. Et après, je suis un peu de prépa mentale aussi dans mes suivis, quoi. Ok. Mais par contre, moi, je prends en considération de fou la personne. Ok, ouais. Tu peux avoir deux profils identiques, limite avec les mêmes objectifs, les mêmes mensurations, le même sport, et je vais pas coacher de la même manière. Ouais. Ok. Ouais, ça c'est hyper important de s'adapter quoi à la personne. Ouais. Tu mets ça en priorité. Ouais, de fou. Ouais. Ok. C'est pour ça que j'apporte une grande importance à l'entretien au début, pour vraiment bien connaître la personne, connaître sa situation, même si des fois ça paraît un peu, tu poses des questions un peu intimes, mais franchement c'est hyper important et j'appuie là-dessus. Je leur dis à chaque fois, communiquez avec moi, vous avez une question, un truc qui se passe, etc. N'hésitez pas à communiquer. Il y en a des fois qui m'envoient, ouais j'ai pas pu faire ci 2-3 jours après parce qu'il s'est passé ça. Et je sais pas, mais si tu m'avais envoyé un message tout de suite, je t'aurais peut-être dit de faire ça différemment. Ouais. Ah ouais, j'ai pas pensé, mais envoie-moi un message. Mais c'est important de connaître bien la personne pour adapter son suivi derrière. Ouais, c'est sûr. Et du coup, le coaching, en plus d'améliorer leur côté physique, qui est l'objectif principal au début, Ouais. ça leur apporte une certaine discipline et tout, quoi, la plupart du temps, je suppose. Ah ouais, carrément. Ouais. Bah, c'est pour ça le côté prépa mental, c'est important. Ouais. Parce qu'au final, les personnes qui veulent changer, elles ont une sorte de petit déclic, tu vois. En mode, ok, aujourd'hui, je veux perdre du poids, je veux faire, je sais pas, j'ai une connerie, un trail. Je veux faire un trail. Et en fait, ça, c'est une motivation qui va pop. Elle va venir me voir. Et après, derrière, la motivation à faire ça. Ouais. Et l'objectif, c'est de comprendre pourquoi elle le fait, etc. Du coup, moi, je joue beaucoup sur changer un peu l'identité de la personne. C'est-à-dire que la personne va vouloir mettre en place des actions, elle va venir me voir. Elle va payer un coaching, donc elle met des actions en place pour atteindre son objectif. Mais si tu te contentes de mettre en place des actions, et que derrière, tu ne changes pas ton identité, à un moment, ça va casser parce que la personne n'aura pas fait son effort intérieur, tu vois. Elle n'aura pas changé ses pensées, elle n'aura pas changé ses croyances vis-à-vis d'elle. Et du coup, même si elle met en place des actions, finalement, ce n'est pas suffisant. Donc j'ai remarqué ça avec l'expérience et c'est ce que j'essaie de changer dès le début du suivi. Essayer de changer un peu la vision, la perception des choses de la personne, quoi. Ok, ça marche. Ouais, là, du coup, on a fait le tour à peu près, tu vois, de ce que tu fais en termes de coaching et du coup l'expérience que tu en as eue aussi personnellement. Donc, quand je dis personnellement, ça va être ton parcours sportif en soi. Ce qui nous emmène du coup à tes performances, tu vois. Si tu peux dire rapidement un petit peu, par exemple, vu que tu as fait un petit peu de force, vu que tu as fait un petit peu de run, un petit peu de tout, tu vois. Est-ce que tu as des chiffres un petit peu que tu pourrais donner, par exemple sur certains mouvements, sur autre chose de tes records, tu vois? Ouais, en vrai, franchement, j'ai pas forcément des records de fou. Mais après, vu que j'ai fait un peu de force, j'ai tiré 2,90 au terre. Au bench, bon, théoriquement, je devrais avoir 140, mais au bench, je suis vraiment une quiche, j'arrive pas. J'ai fait 135, mais voilà, j'ai arrêté avant 140. Et squat, j'ai squatté 180 à l'époque, mais je me suis blessé au genou il y a 5 ans. Ouais. Et bon, là, je reprends encore le squat, mais je suis bloqué à 100 par exemple. Les douleurs, j'arrive pas à remonter. Et j'avais fait 180 il y a 4-5 ans. Sinon, après, bon, tout ce qui est dips, traction, muscle-up, j'en fais un petit peu, mais j'ai eu l'objectif de faire de force là-dessus de manière particulière. Souvent, je le mets en 3e, 4e exercice de mes séances. Et après, en run, pareil, moi, j'aime pas du tout run. Mais là, ouais, je suis passé, je pense que je peux te faire un 10 km entre 45 et 50 minutes. Ok.
Ouais. Donc ça va, j'ai repris un petit niveau, mais pas non plus de fou. Tu regardes les mecs qui font ça en moins de 30, tu vois. Oui, ouais, c'est sûr. Mais voilà, moi l'objectif c'était de faire à peu près à 45 minutes. Mais pareil, je priorise pas non plus la course. Ok. Je le mets surtout en complément. Et après moi c'est plutôt, en vrai franchement c'est dans le volume où je suis meilleur. Ouais. Ouais, en volume je suis très réceptif sur plus les mouvements de body. Hein. Franchement mine de rien c'est là où je suis plus performant je pense. Ok. Et est-ce que tu as des objectifs chiffrés là pour tu vois, cette année ou du coup l'année qui arrive ou pas plus que ça? Franchement pas plus que ça, comme je dis, je suis encore un peu perdu dans ma pratique, je sais pas trop où je vais. Là j'ai refait une programmation où je revais vers des mouvements de force. Ouais. Donc là j'ai remis tout ce qui est dips, traction, SBD et la barre des 300, je me suis arrêté à 2,90 au terre, Oui. tu vois, c'est un petit peu dommage. Donc j'essaye de reprendre un petit peu ça. Après je me suis que me blesser à l'ischio. Mais je pense que je pourrais les retirer peut-être l'année prochaine. Hein. C'est l'objectif, même si j'ai perdu 10 kg de poids de corps. Ouais. Après squat, c'est plus. J'ai pas d'objectif de perf particulièrement, mais j'aimerais bien quand même pouvoir repousser lourd avec mes genoux. Ok. Pareil aux genoux, je sais pas ce que j'ai encore. On n'a jamais réussi à trouver ce que j'ai. Mais si je peux repasser au moins 4 plaques, 180, ça serait sympa. Et le bench, c'est franchement la barre des 140. Ok. C'est largement atteignable, il faut juste que je remonte tranquille. Et après dips, avec mon épaule j'ai toujours mal, hein, donc Ouais. je pense que je suis un peu limité. Mais je pense que si je peux 80, ça serait une bonne barrière. Mais je sais pas si j'irai les chercher. C'est pas dans mon objectif premier. En fait. Ok, ouais, je vois. Et du coup, toi, vu que tu vois, depuis le début, on a vu que tu avais eu pas mal de blessures dans ton parcours, Ouais. est-ce que tu dirais que ta résilience, c'est une grosse qualité chez toi? Ah ouais. Ouais, carrément, je pense. Ouais. Parce que... Je me suis jamais arrêté de m'entraîner. Je me suis toujours dit un beau jour, Ouais. tout va aller mieux. Mais je pense que, honnêtement, je pense qu'il y a une petite, je sais pas si c'est une part génétique, mais franchement, depuis tout petit, après, j'ai toujours été un peu, pas fou, mais j'ai toujours eu un volume d'entraînement de malade. Ouais. Et je pense que mon corps, génétiquement parlant, il n'est pas fait pour encaisser tout ça. Ouais. Donc blessure sur blessure, après je suis hyper laxe au niveau des articulations, tu vois, par exemple si je tends mon bras, tu vois, Ah oui. je suis en hyper extension et j'ai ça un peu en fait à toutes les articulations, du coup, tout ce qui est tendinite, j'en ai partout. Ok. J'en ai partout, bon là j'en ai plus trop, j'en ai même plus d'ailleurs, mais je suis souvent sujet à ça. Mais ouais, par rapport à la résilience, c'est sûr. Par exemple, tu vois, quand je me suis blessé à l'épaule, je me suis opéré l'épaule, j'ai eu 6 semaines d'écharpe. Ouais. Et dès le lendemain d'opération, où j'étais encore sous tramadol et tout, je suis allé à la salle. Ouais. Et je bossais, les gens me prenaient pour un fou. J'étais en train de bosser, je faisais du tirage vertical, avec le bras sain, Ouais. développé à haltère. J'étais redescendu un peu, mais j'étais encore à 35-40 à un bras avec le bras en écharpe de l'autre côté. Quoi. Et, j'ai continué à faire les jambes, j'avais la barre de squat ou de Smith dessus. Bon après, j'ai jamais arrêté. Ouais. Mais c'est vrai qu'en soi, j'ai eu beaucoup d'événements qui ont fait que ça me décourager quoi, finalement. Ouais. J'ai eu des moments où vraiment j'étais vraiment cassé de partout. Et je continuais quand même à m'entraîner dessus. Et en plus, j'essayais pas forcément de trouver des exercices qui allaient mieux me correspondre, pas me générer de douleur. Moi, je suis plus en mode j'ai une douleur sur cet exo, ok, je vais me renforcer pour pouvoir continuer à faire cet exercice et pour pouvoir ne plus avoir de douleur dessus. Donc je maintenais les exercices, je mettais des méthodes de travail en place, mais jamais je me suis dit ok, cet exercice il me crée de la douleur, bon je vais contourner le truc, essayer de prendre une variante pour continuer à bosser sans avoir de douleur. Ouais. Est-ce que tu vois la résilience chez toi, tu as réussi du coup à vraiment atteindre un gros niveau, on va dire entre guillemets, et est-ce que c'est une qualité pour toi qui peut se développer chez les personnes ou est-ce que c'est quelque chose de inné, genre tu l'as ou tu l'as pas? J'avais fait une vidéo là-dessus, je sais pas si tu t'en souviens. Ouais. Pour moi, il y a le dîner. Ouais, je suis désolé. Je pense que tu peux développer ça si la personne a le petit truc, tu vois. Mais si la personne n'a pas le truc, pour moi, c'est impossible de lui implanter cette graine, tu vois, en lui. Ça marchera pas. Il pourra pas. Faut s'adapter après au profil de la personne. Mais pour moi, si tu n'as pas ce petit truc, tu pourras jamais aller loin, quoi. Et je pense que ça se voit. De toute façon, je connais le profil à la salle, etc. Je sais qui, entre guillemets, peut aller loin ou pas, quoi. Ouais. J'avais fait une vidéo là-dessus, c'était surtout sur le mindset, quoi. J'avais dit qu'il y en a qui sont faits pour le haut niveau et d'autres qui ne le sont pas. J'ai bossé en structure au Stade Brestois et je peux te dire, tous les joueurs de mon effectif, je pouvais te dire, lui, il peut aller haut,
lui il pourra pas, lui il pourra pas, lui il pourra pas, lui il Ouais. pourra pas. Il aura beau faire ce qu'il veut, il n'a pas ce petit truc en lui, il n'a pas ce mindset un peu de tueur que je savais pas dans ma vidéo. Mais Ouais. ouais, pour moi il y a vraiment de l'inné là-dedans. Ok. Ouais, moi je suis d'accord aussi. C'est vrai que ça peut paraître cru comme ça, hein, mais c'est vrai que bah, c'est une qualité que, enfin, avec l'expérience, tu vois si une personne l'a ou l'a pas, quoi. Ouais, un peu c'est ça. Ouais. Bah, franchement, c'est un peu comme dans l'entrepreneuriat, tu vois. Mm. Il y a tout le monde, en fait, c'est ça qui est beau, c'est que tout le monde peut entreprendre, Mm. mais il y en a plein qui n'ont pas justement cette résilience qui est hyper important. Parce que dans l'entrepreneuriat, tu fais que te prendre des gifs tout le temps, Ouais. en fait. Mm. Et c'est le fait de te dire, ok, c'est pas grave, je continue. Ok, c'est pas grave, je continue. Ok, je vais remonter, je continue. Et les personnes, tu leur fous la première tarte, oh, c'est bon, j'arrête, c'est pas fait pour moi. Ouais. Tu vois. Et ça, la personne, c'est là, tu sais que c'est mort, quoi. On Oui. pourra jamais créer quoi que ce soit. Ouais, c'est sûr. Mais c'est pas. On n'est pas là. Enfin, moi perso, je suis pas là pour juger. Mais c'est vrai que faut être objectif, il faut savoir faire les choses. Ouais, c'est ça. Pas se mentir à soi-même aussi, quoi, Bah, sur certaines parties. Quoi. C'est ça, ouais. Mais il y en a plein justement. Moi, je joue beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai pas mal de gens qui me disent, ouais, j'ai cet objectif, je me donne à fond pour l'atteindre. Et justement, je vois que t'as pas ce truc. Ouais. Tu pourras pas y aller. Et dès le début de suivi, je dis, ok, tu as cet objectif-là. Moi, je pense que, voilà, en fait, il faut faire matcher tes ambitions déjà avec tes actions. Et si la personne n'a pas ce côté résilience, déjà, rien que du côté action, on va pas mettre tout en place ce qu'il faut. Ouais. Donc, si elle met pas en place ce qu'il faut, il faut réduire les objectifs. Parce que si tu as des objectifs qui sont là et toi, tu mets ça en place, c'est sûr qu'à un moment, il y a un conflit. Ouais. La personne va dire, ouais, ça marche pas ton programme, machin, parce que j'atteins pas mon objectif, c'est 6 mois qu'on a suivi. Ouais, mais tu fais pas ce qu'il faut. Et si dès le début tu dis, ok, la personne veut mettre ça et peut pas mettre plus, tu réduis un peu l'objectif, ça va matcher. Et là, la personne va s'épanouir dans le coaching, elle va progresser, elle va être bien, etc. Donc c'est important, ouais, de comment dire, que la personne soit lucide sur sa situation. Et des fois, c'est à nous de leur faire comprendre ça aussi. Et de leur montrer, si tu veux atteindre ce que tu veux, franchement, il faut y aller. Tu vois, faut que t'envoies ça. Ah, mais c'est pas possible, machin. Il faut lui faire prendre conscience que ça demande des sacrifices si elle veut vraiment aller au top niveau, quoi. Ouais. Et ça, c'est un autre truc qu'on retrouve pas mal, surtout en ce moment, je trouve que ça se développe un petit peu, tu vois, surtout en streetlifting, powerlifting, le discours positif, dans le sens où les coachs sont un peu trop gentils avec leurs coachés et osent pas en fait leur dire les choses de manière crue un petit peu, tout en restant respectueux, hein, bien sûr, on s'entend, mais que des fois il faut dire les termes pour que la personne comprenne. Quoi. Ah ouais, c'est hyper important. Souvent on prend des petits chemins, tu vois, on essaye de faire comprendre à la personne en détournant, tu vois, la phrase. Pour moi, il faut être cash, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai pas peur de le dire maintenant. Si je vois que la personne met vraiment pas, si la personne met vraiment pas en place les actions qu'il faut, moi je lui dis direct, écoute, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Tu me demandes de t'amener là, tu fais pas ça. Je suis désolé, mais ça va pas le faire. Et c'est vrai qu'il faut être assez cash là-dessus. Hein. Moi, je trouve que c'est important. Et ça va surtout aider la personne. Je voulais dire un truc, mais du coup, j'ai perdu le fil. On parlait de quoi déjà? Résilience, tout ça. Ouais, ok. Non, mais c'était sur cette fin de phrase, je voulais rebondir sur un truc, mais je sais plus de ce que tu avais dit. Sur le discours positif, tout ça? Ou c'était avant? Oui, c'était sur le discours positif, c'est ça. Ouais. Que les coachs étaient trop gentils des fois? Ouais. C'était sur ça, je sais plus. Ça va me revenir, je pense. Ouais, tu me dis si ça te revient dans tous les cas. Et là, est-ce que dans ton parcours sportif comme ça, là, tu peux me dire un moment qui t'a marqué dans ton parcours sportif personnel, tu vois? Un moment qui m'a marqué, peu importe sur quoi. Peu importe, ouais. Tu vois, je sais même pas te dire quoi. Ouais. Ça peut être Parce mental, qu'en fait, physique, tout ça. Hein. Ouais. Je pense que c'est plus mental, tu vois, parce que physique, bon, comme je t'ai dit, j'ai pas non plus de pertes maintenant de fou. Après, moi, je suis un peu. En fait, je pourrais même pas te donner une sorte de victoire parce que je suis jamais satisfait. Jamais content. Ouais, mais ça, c'est un truc. En fait, quand j'en ai discuté un peu après, parce que du coup, entre guillemets, j'ai fini ma carrière de foot, je pense qu'il n'y a eu aucun match de ma vie où j'ai été content. J'avais beau mettre 2 buts, faire une passe D, faire un super match. Il y a toujours une action, tu vois, je fais, vas-y, pourquoi j'ai fait ça? Et j'étais pas content à faire du match. Je pense que s'il y a des vidéos de tous les cris de guerre de fin de match,
À chaque fois, soit je le fais pas, Ouais. soit je le fais juste pour faire genre, mais je suis jamais content. Ok. Et c'est un peu pareil dans la muscu, quoi. Je peux atteindre un objectif de fou, et je vais dire bon bah ok, bah go next quoi derrière, mais je vais jamais me satisfaire. Donc en soi, ouais. Ouais non franchement, tu vois, je saurais même pas te dire. Ok. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, Ouais. Après, là, c'est t'as bien plus- répondu quand même. Ouais. Après, dans l'entraînement, bah, c'est plus à force, j'ai développé un très, comme tu as dit, un peu la résilience. Mentalement, je lâche rien, quoi. Gros mental, quoi. Ouais. Ouais, gros mental. Je pense que c'est mon gros point fort, quoi. Ouais. Ça ne pourra jamais me l'enlever, je pense. Et ça, c'est une question, tu vois, que je pose beaucoup à chaque fois. C'est, tu vois, dans une, d'habitude, tu vois, ça va être sur le street lifting, par exemple, je demande si tu trouves que le côté physique est plus prenant sur la discipline que le côté mental. Et toi, sur le sport en général, qu'est-ce que tu en penses? Genre, par exemple, si tu prends une barre en pourcentage, ça va être quoi les critères de réussite en termes de pourcentage? Comment tu jauges le mental? Comment tu jauges le physique? Franchement, honnêtement, je dirais, franchement, kiff, hein. Ouais. Après, il y a beaucoup de composantes avec tout ce qui est nutrition, Oui, c'est les sûr. habitudes, le sommeil, tout ce que tu mets en place en parallèle. Mais si tu isoles, ouais, franchement, l'entraînement, ça fait pas du tout la plus grande partie du truc. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux, un programme d'entraînement, certes, tu l'individualises, tu le mets en place pour la personne, mais ça reste un plan d'entraînement limite que tu peux donner à quelqu'un d'autre en soi. C'est pas le plan d'entraînement en lui-même qui va faire que la personne va progresser. C'est qu'est-ce qu'elle va mettre en place vis-à-vis de ce programme qui va faire qu'elle va progresser. Ouais. C'est l'intention, l'intensité, etc. Qu'elle va mettre dans ce programme d'entraînement qui va faire progresser. Si tu as deux personnes qui ont le même profil, tu mets deux mêmes programmes et qui n'ont pas le même mindset, même mentalité, ils ne vont pas progresser de la même manière. Il y en a beaucoup. Après, je pense que c'est très courant dans le powerlifting et le streetlifting, mais il y a beaucoup d'overthink. Les gens, ils sont dans la surréflexion, ils sont dans la suroptimisation, ils réfléchissent trop au lieu d'agir. Et ça, c'est un frein de fou à leur progression. Ouais. C'est-à-dire que moi, en fait, maintenant, j'ai établi des stats, c'est-à-dire que la personne vient me voir, techniquement, tu vois, c'est pas top. Je vais lui faire bosser techniquement dans un premier temps, forcément, pour qu'elle atteigne un bon niveau technique. On pourrait aller dans l'optimisation derrière, et je dis, ok, là, on a une bonne base technique. Maintenant, pendant 3 mois, 4 mois, on ne réfléchit plus. Tu bombardes, tu vas sur ta barre, tu réfléchis à rien, tu es gainé, boum, t'envoies. Tu pousses juste la charge, tu mets de l'intention. Parce que j'ai remarqué que tu peux toujours optimiser ton mouvement tout le temps. Et si tu mets toujours un petit critère technique, tu vas mettre plus d'intention sur la bonne réalisation technique du mouvement, plus que dans l'intention de mouvoir la charge. Et ça fait une énorme différence parce qu'il y a une question d'intention. De toute façon, tu peux aller dans les salles de muscu, tu vois les gros Golgoth dans les salles commerciales, etc. Tu regardes leur entraînement, tu te dis putain, comment ça fait qu'il est énorme le mec, il sait pas faire ce mouvement. Ouais. Mais en fait, le mec, il se pose pas de questions. Il est là, il envoie. Et tu te dis que si le mec, il fait bien l'exercice et il garde cette mentalité-là, il explose le type. Ouais. C'est une machine de guerre. Mais tu vas voir des mecs qui sont à neurosciences. Alors, il faut que mon coude soit mon orientation, dépression scapulaire, le coude à 45 degrés ici. Ah tiens, si je relève un peu l'épaule, c'est mort, faut que je m'arrête, etc. Les mecs, ils réfléchissent trop dans leur série, ils mettent pas d'intensité. Et c'est mort, en fait. Ils vont stagner. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc la partie mentale joue énormément. Et je pense qu'on suroptimise beaucoup trop de choses. Par exemple, tu vois, on me pose la question souvent des personnes en début de suivi, on me dit ouais, est-ce que je compte mes épices dans mon poulet, tu vois. Ah ouais. J'ai fait, mais tu te rends compte de ce que tu me dis? Tu as cette diète-là, tu fais 4-5 cheat meals par semaine, on commence le suivi, tu me demandes est-ce que je compte les épices, tu vois. Ouais. En ça part d'une bonne intention, mais il faut déjà que tu sois constant sur la base, quoi. Et après, on parle de est-ce que je rajoute ce complément, ce machin, il lui manque 50 grammes de prod dans sa journée avec de la whey. Et il va me dire est-ce que je prends du zinc, du machin. Je fais prends tes prods déjà. Et après, on pourra parler. Ouais. Et il y a beaucoup de ça, je trouve. Ok. On cherche de petits détails. Ah non, le café, il faut le prendre 45 minutes après le réveil parce que sinon. Non, arrête tes conneries. Franchement, on ne te pose pas ces questions-là. Ouais. Éviter de trop tomber dans la suroptimisation. Ah ouais. Et du coup, ça, c'est du mental. Hein. Et ça, tous ces petits facteurs-là, ça joue sur ta performance finalement. Ouais. Donc l'entraînement, ouais, pour moi, c'est 50% parce que si tu mets pas ce qu'il faut, si tu t'envoies pas musculairement parlant, c'est sûr que tu vas pas progresser. Oui, aussi, ouais. Mais honnêtement, les mecs qui réfléchissent le moins, ou les filles qui réfléchissent le moins, c'est les personnes qui progressent le plus. Hein. Voilà. Ok. C'est juste que tu leur rajoutes un petit peu de structure, paf, c'est bingo. Ok. J'aurais aimé te demander moi aussi, tu vois, quelques sportifs qui t'ont inspiré de célébrités, quoi, on va dire, hein,
auxquels les gens peuvent s'identifier un petit peu? Est-ce que tu en as en tête comme ça, de n'importe quel sport hein, forcément, mais Ouais. Tu vois, au début, tu vois, si je prends le foot par exemple, des personnes que je détestais, c'était Zlatan, Cristiano Ronaldo. Je détestais leur mentalité. Et maintenant, je les kiffe. Ok. Pour moi, ils ont tout compris. Il faut avoir cet ego, tu vois, en mode je suis le boss. Et si t'as pas ça, pour moi, tu auras du mal à performer. Tu feras trop attention au bruit autour de toi, à ce que les gens disent de toi. Si tu es trop gentil, tu te fais bouffer. Et ça, j'ai compris aussi avec l'entrepreneuriat. Tu vois. Si tu es trop gentil, etc., tu t'affirmes pas. On te mange dans tous les sens. Donc, tu vois, ces célébrités-là, pour moi, elles sont hyper inspirantes. Quand tu les regardes, elles sont détestables. Mais en fait, ils ont tout compris, quoi. Ils ont tout compris. Ils imposent le respect, ils sont disciplinés, ils font les efforts qu'il faut. Ils font peur un peu dans leur manière, ils sont cash, tu vois, dans leurs propos. Et ça, franchement, c'est des qualités franchement importantes, quoi. Ouais, ok. Et justement, là, tu parlais d'ego. Pour toi, eux, comment ils gèrent leur ego, justement, par exemple, les deux sportifs que tu as cités? Ouais. Comment ils gèrent leur ego? Ouais, comme j'ai dit, pour moi, en tout cas, je pense qu'ils sont persuadés, mais en même temps, ils le sont, les meilleurs. Et que tu auras beau lui dire, oh, t'as fait un mauvais match, etc. T'en as rien à faire. Lui, il est déjà concentré sur le prochain match. Par exemple, tu vois, je me souviens d'un interview de Kobe, playoff, ils avaient gagné les deux ou trois premiers matchs de la finale. Et on lui a dit, ouais, vous êtes content, machin. Le job n'est pas fini, en fait. Là, moi, je vais m'entraîner encore derrière, tu vois. Et c'est ça, ouais, leur ego. Après, c'est sûr qu'ils vont prendre tout le monde à côté pour pas des merdes, tu vois, mais ils vont rabaisser tout le monde à côté, quoi. Ils vont vraiment se mettre là-dessus. Mais en même temps, quand ils arrivent après sur le terrain, si tu es dans cette mentalité en disant que tu es au-dessus, tu vas te permettre plus de choses. Ils sont persuadés, quoi. Ah ouais, ils sont persuadés. Si tu te dis, le défenseur en face de moi, ça boîte Maldini, tu vois, j'en ai rien à foutre. Le mec, je le bouffe, quoi. Alors que d'autres, ils vont dire, putain, c'est Maldini en face de moi, comment je vais faire? Faut que je fasse attention à ma prise de balle parce que sinon, lui, il est bon de ce côté-là. Rien à faire. Tu joues ton jeu et tu as une certaine liberté, tu vois, sur le terrain. Et je trouve que c'est important, quoi. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Tu vois, ça se ressent aussi. Moi, je viens de la boxe thaï, tu vois, et c'est un truc où si tu pars défaitiste sur un combat, franchement, tu vas perdre. Je suis désolé, tu as beaucoup plus de chances de perdre. Alors que si tu te convaincs pendant des semaines et des semaines que tu peux que gagner, qu'il n'y a pas de solution B, que tu peux que gagner, au final, tu vas gagner. C'est un petit peu ça. Ouais. Je suis d'accord. En fait, tu participes pas, en fait. Si tu te poses la question, est-ce que je vais gagner, pas gagner, n'y va pas. Ouais. N'y va pas. Ouais, c'est clair. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Maintenant, on peut passer, je pense, sur un petit peu le côté entrepreneuriat du coup. Déjà, comment est-ce que tu as eu l'idée de créer ta salle, tout simplement, où l'idée a germé, tout ça? Ouais. En fait, comme j'ai dit, au début, mon objectif, c'était de travailler en structure professionnelle, préparateur physique dans le football, d'une équipe de Ligue 1 en soi, quoi. C'est ça mon objectif. C'est pour ça que je suis allé au Stade Brestois. Et après, forcément, moi, j'ai toujours une vision où faut s'entraîner dur, faut s'entraîner plus, forcément, j'aime beaucoup la musculation. Travailler en salle pour optimiser les performances sur le terrain. Et en fait, j'ai remarqué que c'était compliqué. Déjà en structure, par rapport au temps et beaucoup de facteurs à gérer. Et donc, moi, je ne pouvais pas mettre en place tout ce que je voulais forcément. Et c'est vraiment une envie d'accompagner les joueurs en salle. Et il y avait des périodes où on ne pouvait vraiment pas le faire. Et ça m'a pas mal frustré. Et je me suis dit, et au fur et à mesure, au bout de 2 ans comme ça dans la structure pro, je me suis dit non, je ne m'épanouirai pas là-dedans. Parce que j'arrive pas à mettre en place ma vision finalement. Et du coup, la première idée, c'était d'ouvrir un studio de coaching en mode, j'ai cette vision, peut-être pas celle de tout le monde où il faut envoyer, tu vois. C'est pour ça que je regardais beaucoup ce qui se faisait aux States, parce qu'en France, c'est pas là, on est plus conservateur en mode, on fait un petit peu de salle, mais c'est histoire de dire qu'on en fait un peu, mais il faut pas que les joueurs aient des courbatures, etc. Et je me suis dit, les gens viendront me voir parce que j'ai cette vision-là. Donc je cherchais un petit local, autour de entre 100 et 150 mètres carrés, peut-être. Et j'ai remarqué que déjà, c'était compliqué d'en trouver. Et même au niveau des loyers, franchement, c'était pas si avantageux par rapport à un 300 mètres carrés.
Et c'est en regardant en fait, parce qu'au final, bah là je suis dans la salle ici, et le tout premier bâtiment que je suis allé regarder, il est au fond là-bas. Ok. Donc je suis passé devant tous ces bâtiments-là, ce jour-là. Mm. Et je suis allé au fond, et je fais, putain c'est petit. Même s'il y avait 180 mètres carrés, mais je me suis dit même pour un studio, je fais… Parce que moi dans mon objectif c'était d'accueillir aussi des clubs. Ouais. Pas que des joueurs en indiv, mais aussi accueillir des clubs. Je me suis dit, c'est petit quand même, t'accueilles 20 joueurs, c'est chaud, on va se marcher dessus. Mais après j'ai commencé à me dire, bon, en vrai par rapport au delta de loyer entre les deux, bon ça peut être intéressant d'aller voir un peu plus grand. Et j'ai commencé à regarder un peu les bâtiments et direct j'ai fait bon ok let's go. C'est quoi, tant qu'à se lancer dans un truc, prendre un risque, autant prendre un risque encore plus fou quoi. Et j'ai commencé à regarder une salle pour essayer de combiner un peu de coaching et un peu de libre service entre guillemets. Mais moi mon objectif de base c'était vraiment, j'accompagne tout le monde à la salle quoi. Ok. Mais avec un système où les gens sont un peu plus libres que d'être en coaching indiv avec moi. Donc voilà comment l'idée a germé. Et de base, je voulais faire vraiment que de la préparation physique. Que ça. Et comme je t'ai dit, j'ai commencé à pratiquer un peu la force, je me suis opéré l'épaule. Et au moment où je me suis opéré l'épaule, c'est là qu'il y a eu la grosse hype de powerlifting. Ok. Du coup, moi, dès que j'ai repris, après ma blessure, je me suis dit, ok, j'avais des bonnes perfs. Franchement, à l'époque, j'étais quasiment au top. J'étais un des seuls à faire du power dans mon coin. Je me suis dit, putain, les perfs sont sympas, on va appuyer dessus quoi. Et vu que la recherche du local a mis du temps, je me suis dit, ok, en fait, je vais prévoir un petit espace power. Et je me suis mis beaucoup dedans, j'ai commencé un petit peu à coacher. Et je me suis dit, bon, en vrai, par rapport à la disposition de la salle, le power, c'est quoi? C'est 2 combos rack, 3 plateformes de terre que je peux utiliser en prépa physique avec ma trap bar, etc. Ouais. Et juste des poids calibrés. Je me suis dit, bon, ok, on va faire une salle power, préparation physique. De base, c'était ça. Et j'ai ouvert la salle avec cet objectif-là. Ok. Moi, je faisais pas trop de body, etc. J'en avais fait un peu avant, mais j'étais vraiment en mode power. Et c'est comme ça que j'ai réussi à trouver un local plus grand et que j'ai pu mettre en place tout ça quoi. Ok. Et le choix du matériel s'est fait en fonction de cette vision quoi, Ok. Ok, ouais, je vois. qui a évolué forcément au fur et à mesure. Ouais. Et du coup, je suppose que dans l'entrepreneuriat, forcément, on sait très bien qu'il y a des défis et que c'est pas facile. Toi, quel obstacle tu as pu rencontrer, que ce soit financier, personnel ou autre chose Plein. Ouais, beaucoup. Beaucoup. Déjà en fait, pour créer une société en France, c'est pas évident. En fait, c'est un peu le chat qui se mord la queue. T'as l'impression que tu peux pas réussir le truc. C'est-à-dire que tu es obligé de faire étape par étape. C'est-à-dire que tu vas voir une première personne, c'était quoi? Que je réfléchisse un peu pour pas que je parle de manière trop générale. Tu dois aller voir ton comptable. Tu dois faire un business plan pour que tu mettes, j'ai ça comme investissement, ça, mais tu dois tout prendre en compte. Tu dois aussi prendre en compte le fait, qu'est-ce que tu vas payer tous les mois et comment tu vois évoluer ton chiffre d'affaires, quelles prestations tu vas mettre en place, combien tu estimes que tu as d'adhérents, combien tu vas vendre de prestations, etc. pour que le truc tienne la route. Une fois que le business plan est validé par le comptable, en soi, tu es obligé d'aller chercher un prêt à la banque pour avoir un financement. Tu vas voir la banque, elle te dit ouais, mais tant qu'on n'a pas le local, on ne peut pas finaliser le prêt. Ouais. Parce que en fonction de la localisation, peut-être qu'ils ne vont pas avoir, parce qu'eux, ils font beaucoup d'analyses de stats, etc. pour te débloquer le prêt ou pas. Donc il faut que tu aies la localisation, il faut que tu aies toutes les données sur le loyer, etc. Donc, maintenant, tu es obligé de chercher un local. Donc tu es bloqué dans tes recherches. Tu es obligé de trouver ton local, tu trouves le local et ils te disent on est 10 dessus, mais tant que tu n'as pas ton financement, on ne te donne pas le local. Donc tu es là, ok. Après tu retournes voir la banque et là moi ça a été le premier gros obstacle que j'ai rencontré, c'est les banques. Je suis allé en voir 4 et elles ont toutes refusé. Il n'y en a aucune qui a cru en mon projet. Après c'est juste qu'elles n'ont pas compris et comme je t'ai dit, elles se basent sur des stats. Tous les banques étaient là, on comprend pas pourquoi votre abonnement est plus cher, vous n'avez pas une bonne localisation, vous êtes reculé, il n'y a pas de visibilité, la salle elle est plus petite, nous on a comparé par rapport aux chiffres avec Basic Fit, etc. Votre projet il n'est pas viable, on ne croit pas en vous, désolé, merci, au revoir. Ok. Et j'avais beau leur expliquer, j'avais fait un fichier tout détaillé, les différences entre moi et les salles commerciales, parce que je ne suis pas du tout sur le même. Finalement on est dans le même milieu, tu vois, c'est comme un resto gastronomique et McDo quoi. Ah oui, ouais. Un peu dans l'idée. Et eux, ils vont comparer les deux. C'est des fous. Et finalement, j'ai réussi à trouver une banque qui m'avait refusé la première fois. Et qui m'a, j'ai dû remonter au créneau, leur expliquer bien les trucs, etc.
et finalement ils ont accepté, quoi. Ok. Donc ça c'était le premier gros obstacle. Et après, t'as eu, après c'est tout ce qui est. Après t'as le local et derrière ça s'enchaîne rapidement. Parce que on te débourse on te donne le prêt entre guillemets, on te débloque le prêt. Et après derrière, c'est une course contre la montre, quoi. Ouais. C'est-à-dire que moi j'ai eu le bâtiment, il n'y avait rien. J'ai une dalle de béton au sol, il n'y a pas d'électrique, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Et on te dit, dans un mois tu payes ton loyer, mon gars. Ah ouais. Et là, tu es là, ah ouais, d'accord. Et après, les travaux, je les ai fait entre guillemets tout seul. C'est-à-dire que je n'ai pas fait appel à une entreprise. J'avais un artisan dans ma famille qui faisait un peu tout. Et après, j'ai fait avec mon père. Et après, j'ai des gens qui nous ont aidés un peu. J'ai toute ma famille qui m'a aidé à faire les travaux. Mais globalement, les travaux ont duré 2 bons mois. On y était tous les jours, quoi. 8h, 20h, 21h, 7 sur 7. Et on a tout fait, quoi. Ouais. Donc ça a été assez dur parce que moi je m'obligeais à continuer à faire la muscu à côté. C'est que j'ai skippé aucun entraînement pendant cette période-là. J'étais fier. Je finissais à 23h, je faisais mon meal prep, boum, je dormais à 6h, réveil, travaux, boum, marteau-piqueur, carrelage, placo, élect. Et après il y a eu l'ouverture. Et le problème c'est que quand j'ai ouvert la salle, j'étais tellement à fond dans les travaux, ça me pompait toute mon énergie, tout mon temps, que j'ai ouvert la salle. J'ai fini les travaux la veille à 2h du matin. Ah oui, ouais. Et le lendemain, j'ouvrais à 9h. Parce qu'en fait, j'ai dû reporter une première fois la date, une deuxième fois. Je sais que c'est à pas faire. Ça, c'est vraiment le truc à pas faire. Mais j'ai pas du tout mis sur les réseaux, en fait, quoi que ce soit. J'ai mis quelques vidéos, j'ai rien sponsorisé, j'ai rien fait du tout au niveau com. Et j'ai juste mis une story la veille à 21h. Ouais, Atletico ouvre ses portes demain. En story, j'avais 100 personnes. Ouais. Et j'ai mis juste ça dans mon compte perso, compte de la salle. 4 personnes sont arrivées le lendemain. En fait, j'ai ouvert la salle, j'avais du réseau avec le foot, etc. Mais au final, personne ne voulait me suivre. Et j'ai vraiment ouvert en n'ayant aucun abonnement dessus. Et j'ai fait ouverture 4 personnes. Personne n'a signé d'abonnement, ni rien. Personne n'a souscrit à mes coachings. Et j'ai fait toute la semaine d'après, j'ai vu personne. Je faisais ouverture 10h, 20h. J'ai vu personne de mes journées pendant une semaine. Et là, j'ai fait OK, ça va être chaud. Parce que là, ça faisait déjà 1 mois pendant les travaux que je payais déjà mes charges. J'avais le loyer qui tombait, etc. Donc j'avais déjà payé un mois de plus. Et là, j'avais le vrai mois d'ouverture et je commence à 0. Donc là, ça a été compliqué, quoi. Après, après, je peux passer tous les démarches un peu administratives, etc. Comme je dis, en France, franchement, c'est hyper compliqué. Déjà, tu es obligé d'attendre toujours la validation de l'un pour revenir à l'autre. Et à chaque fois, il y en a un qui dit ouais, on a besoin de ça. L'autre qui va dire on a besoin de ce que l'autre va donner. Et tu es là, en fait, je peux pas avancer, quoi. Et c'est toujours ça. Et après, c'est il faut attendre la validation de ça. Il y a un temps de traitement de 4 à 6 semaines. Toi, tu es là, mais tu te fous de ma gueule. Moi, j'ai besoin d'avancer sur mon truc. Comment je peux pas attendre 4-6 semaines? J'ai mon loyer qui va tomber. Enfin, c'est vraiment compliqué. Et après, tu as les fournisseurs qui disent ouais, finalement, on n'a plus de stock sur ça, on va pas pouvoir. Moi, j'ai mes bandes de synthé. Ouais, on n'a pas les bandes synthétiques, on vous en livre une sur les deux. Je fais mais non, moi j'ai besoin des deux pour l'ouverture de la salle. Et après, j'ai eu plein de problèmes de timing, tout coordonné, etc. Bon, après, c'est partie du jeu, mais c'est vrai que c'est assez compliqué, quoi. Ouais, faut avoir, on revient de là-dessus au final, mais un mental solide parce que déjà t'as la peur de l'échec un petit peu, je suppose. Ouais, même pas. En vrai, même pas ça, mais je pense que ça m'a beaucoup aidé, tu vois. Ok. Je suis toujours tellement confiant dans mon truc. J'ai ma vision, je sais que ça va marcher. Peu importe, j'ai beau être tout en bas, je sais que ça va décoller un peu. Ok. Moi, je suis un bébé, je joue sur le long terme, tu vois. Il y en a beaucoup maintenant, avec les réseaux, l'émergence des réseaux, etc., qui vont avoir un boom du jour au lendemain. Et moi, je pense qu'ils ne sont pas armés pour encaisser ça, entre guillemets. Ils ne sont pas prêts à pouvoir gérer ça. Et je suis plus en mode, je gère sur le long terme, j'encaisse les difficultés, et ça va m'élever. Au final, j'ai atteint un niveau que j'aurais jamais pu espérer, quoi. Ok. En termes de gestion, de calme, mais justement peur de l'échec, j'ai jamais eu ça. Ok. Même s'il y a eu des trucs de fou qui me sont arrivés, des fois je pourrais pas tout en parler parce que j'ai eu des trucs pas très cool, mais franchement ça m'a jamais affecté, tu vois. Et je voyais qu'autour de moi ils étaient là, c'est chaud, tu vois, c'est ce qui t'arrive. Je suis non, tranquille. Moi j'ai toujours vu ça comme un test, tu vois. Le test pour savoir si je suis assez fort pour pouvoir atteindre mon objectif. Ok. Et je vois ça plutôt comme un challenge plus que un truc sur lequel je dois me lamenter en mode ouais, ça m'arrive à moi, c'est pas cool, machin.
C'est plus la vision que j'ai, ouais. Ok. Les peurs d'échec, j'ai jamais eu. Même aujourd'hui, tu me dis demain, je sais pas, on ferme, on doit fermer, etc. Tout le monde se casse. Je relance à zéro, m'en fous. Ok. Je relancerai le truc. Ok, ouais, ça c'est impressionnant quand même, parce que forcément c'est un gros projet de vie, un gros investissement aussi personnel et financier en plus. Mais ouais, c'est vrai que c'est impressionnant, tu vois, de pas avoir eu de peur de l'échec et tout, même après avoir une semaine, tu vois, où tu as eu sûrement des doutes. Je sais pas si, enfin, du coup, tu n'en as peut-être pas eu des doutes, mais c'est vrai que c'est impressionnant, tu vois. Moi, je pensais pas, tu vois, avant de te poser la question. Ah ouais? Ouais. Bah dis-toi, tu sais, un truc assez. J'ai eu un moment où il y a eu une bascule, tu vois. Ouais. Où je me suis dit, ouais, je suis fait pour ça. Ok. C'était à quoi? C'était à peu près à 1 an de la salle. En fait, si tu veux, forcément, en fait, les business des salles, c'est compliqué parce que tu es obligé de mettre beaucoup de sous au début parce que tu as des charges qui sont énormes. Ton loyer, il va prendre 75% de tes charges et il faut que tu amènes des sous direct. Ouais. Et moi, en plus, comme je suis parti de 0, j'ai eu personne, même des connaissances, personne n'a voulu prendre un abonnement direct à l'ouverture, donc je partais vraiment de zéro. Donc tu sais que tu vas avoir beaucoup de décaissements dès les premiers mois, tu vas être en négatif. Et tu as des business comme ça, tu ouvres par exemple un café, un truc comme ça, parce que tu hypes un peu autour du café, franchement, tes charges, tu les couvres assez facilement. Tu peux quasiment avoir ta vitesse de croisière au bout de 1-2 mois. Ouais. Alors qu'une salle de sport, ça met du temps à monter, quoi. Et forcément, quand tu ouvres ta salle, tu es obligé de prendre ça en considération et tu le laisses de côté de la trésorerie. Parce que tu sais que tu vas devoir taper dedans parce que tu seras en négatif. Et en fait, il y a eu un tournant, c'est que la salle avait du mal à partir. Elle avait du mal à décoller parce que j'étais très orienté prépa physique et power. Pour moi, la prépa physique, c'était encore quelque chose de nouveau en France et c'était compliqué. Moi, j'étais vraiment axé là-dessus. C'était vraiment mon objectif premier, même devant le power. Et je me suis dit, il faut vraiment que je sois la référence du coin en préparation physique. Mais le public, compliqué de les sensibiliser au travail en salle. C'est pas trop là-dedans encore en France. Et donc, ça a mis du temps à démarrer. Donc, je tape dans la caisse et je stagne. Et je vois que tous les mois, je décaisse beaucoup et il n'y a pas d'évolution. Et je fais, waouh, c'est chaud. Et en fait, il y a eu un mois qui a été décisif. C'est-à-dire que là, je regarde ma trésor, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Je suis encore au stade où je dois décaisser beaucoup. Et je sais que à la fin de ce mois-là, si je rentre rien, je suis mort. Tu vois, je suis mort de fou. Et je me suis dit, ah, c'est chaud. Et là, j'ai essayé de mettre en place des trucs, etc. Et j'étais encore en mode, la salle, ça va être de la force et de la prépa physique. Je vois que ça prend pas, ça ronronne. Et parallèlement à ça, j'ai eu un gros problème administratif, sans rentrer dans les détails. Pas cool. Et c'est sûr que ça impacte pas mal le moral, quoi. T'as un gros problème administratif à gérer, t'as entre guillemets pas suffisamment pour payer ton loyer le mois d'après. Ouais. Et tu sais que si tu restes dans cette situation-là, t'es fini, quoi. Et là, entre guillemets, il me restait un peu de trésor pour pouvoir faire un invest, mais en gros, je le gardais pour pouvoir payer à peu près la moitié de mon loyer d'après. Et je me suis dit, je sais pas, j'ai eu un instinct, il s'est passé un truc. Je me suis dit, je peux pas rester comme ça, vas-y, je all-in, quoi. Okay. Et c'est là où j'ai acheté des machines de musculation. J'avais un leg X, un leg curl, un reverse hyper, un bel squat et un GHD, sinon c'était que des racks. J'avais mes poulies. Et je me suis dit, il faut que j'achète des bonnes machines de muscu un peu body parce que je sais que dans les salles commerciales et tout, il n'y a pas trop ça. Donc j'achète, je déniche des petits trucs à droite à gauche, je loue un camion, je fais le tour, machin, je prends des machines. Je fais un peu de com dessus et j'ai eu un petit coup de boost et j'ai réussi à lancer même une dynamique parce qu'en soi il n'est pas trop au début. Ouais. Et si j'avais pas fait ce all-in et ce switch un petit peu dans la vision de la salle, si j'étais resté borné, non, c'est prépa physique, power et c'est que ça, j'ai ouvert une section body. Les gens commençaient à me connaître parce que moi j'aime beaucoup ça et du coup je me suis orienté vers des machines de qualité. Et je commence à me faire connaître un peu pour ça parce que je suis le seul sur Brest quasiment à avoir une salle avec ce genre de machines un peu spécifiques. Et ça m'a ouvert plus de prospects, quoi. Ouais. Et ça, ce déclic-là que tu as eu, tu l'as eu après combien de temps d'ouverture de salle à peu près? On est arrivé à 10 mois, je crois. Okay. Quasiment la première année. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Ok.
Et ouais, est-ce que tu peux en parler un peu plus aussi des machines? Parce que c'est vrai que toutes les machines qu'on voit là, t'en as aucune que j'ai déjà vue quasiment en salle commerciale. Ouais. Est-ce que tu peux en parler là-dessus ou... Ouais, carrément. Ouais. Moi, après, j'ai toujours été. Moi, ce que je vais mettre en place, c'est un environnement très qualitatif, que ce soit sur le plan du matériel et du suivi. C'est pour ça que moi, j'apporte une grande importance au fait que j'accompagne tout le monde qui est dans la salle. C'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui débute, etc., même s'il ne débute pas, moi, je suis un peu, entre guillemets, à l'ancienne sur un plateau muscu. Donc, je regarde un peu ce que les gens font, je suis là pour les conseiller, je discute avec eux, je vais même parler un peu de leur habitude, un peu ce qu'on disait depuis le début, nutrition. Je donne aussi des tips comme ça. Ça fait partie de l'abonnement. Je veux vraiment faire de la qualité. Et du coup, sur le matériel, j'ai opté pour du ROG pour le matériel power. Je voulais vraiment faire de la grosse quali. Les racks, c'est du ROG. Et après, en fait, j'avais délaissé même les machines. Finalement, tout ce qui est reverse hyper, je tout pris chez ROG. Et après, je savais qu'il me fallait un leg X, un leg curl. Et je savais, parce que je m'entraînais à Basic Fit, que les machines Basic Fit, c'est pas ouf. Donc j'ai réussi à dénicher des pépites. J'avais que ces deux machines. Et je sais que les gens étaient là, elles sont top tes machines. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Du coup, j'étais là, je fais, ouais, je sais, ouais. Et du coup, toutes les machines, c'est ça. Je mets du temps. Par exemple, là, je viens de recevoir une presse la semaine dernière. J'ai mis 8 mois à la trouver. Il y a plein de presses sur le marché. 8 mois. Ouais, j'ai mis 8 mois. Ça fait 8 mois que je la cherche. Et je me précipite pas. Je sais ce que je veux de la qualité, je sais que ça se trouve pas partout. J'attends, je patiente. Je veux vraiment que mon parc de machines soit très quali. Et même les gens, c'est ça qui est marrant, des gens qui s'entraînaient à peu près tranquilles, sans objectif, à basique, etc. Ils viennent ici, ils sont choqués des machines. Alors qu'ils connaissent pas, ils sont pas dans le monde du body particulièrement. Ils sont là, waouh, ah ouais, c'est fluide, l'amplitude est bonne, la courbe de résistance est top, t'es stable. Et après, moi, je suis allé optimiser mes machines. Par exemple, tu vois, c'est des petits trucs à la con, mais tu prends ma belle squat. J'ai changé la ceinture. La ceinture, elle cisaillait au niveau des adducteurs. Donc, je suis allé acheter une ceinture. Il n'y avait pas assez d'amplitude sur la machine. J'ai construit des petits rehausseurs. Donc, même sur mes machines, j'essaye d'optimiser, mettre des petits accessoires pour rendre l'expérience finale des clients meilleure, quoi. Ouais, ok. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai que les machines, là, tu parlais du coup les Gex et les curls. Ouais. Ça, je n'ai jamais vu autre part des trucs comme ça, quoi. Tu vois, je me suis assis sur le leg extension la première fois et je me suis dit, mais putain, c'est quoi ce truc? J'ai jamais senti aussi bien, avoir une belle amplitude comme ça. Même si tu vois, je fais pas du body, je fais énormément de renfort du coup pour le street. Et ça change la vie quand même d'avoir des… Ah ouais, c'est sûr que ton développement musculaire il est carrément plus optimisé derrière. Même si en soi, de prime abord, tu n'en apportes pas une grande importance, mais c'est en le faisant tu te rends compte que c'est quand même un cran en plus dans ta pratique, quoi. Et finalement, le fait de faire 1 an de leg extension dessus vis-à-vis d'un 1 an de leg extension sur le basique, voire 5 ans, 10 ans, franchement, tu auras une différence de fou. Sur le long terme. Clair. Et tu allais dire un truc? Non, je vais rebondir, mais c'est peut-être une de tes questions après, c'est pour ça. Je vais rebondir un peu sur ma vision par rapport à la scène. Et c'est quoi tes plus grandes fiertés là du coup par rapport à ces salles? Est-ce que tu es content global ou est-ce qu'il y a un truc en particulier, tu vois, où tu es encore plus content que le reste? Je sais pas si… Ouais, en fait, comme je t'ai dit, moi je suis un éternel insatisfait, c'est-à-dire que je me suis fixé des objectifs et franchement, tant que je les atteins pas, je suis pas content. Tu vois. Tu vois, par exemple, tu me poses la question si ma situation s'arrête ici et que ma situation est la même jusqu'à mes 60 ans, tu vois. Pour moi, ce serait un échec. J'ai beau avoir créé un truc en partant de zéro, pour moi, c'est un échec, tu vois, si je m'arrête là. Parce que j'ai trop d'idées, trop de projets, je veux aller encore plus loin, je veux donner plus encore aux gens, quoi. Pour moi, je ne suis pas arrivé du tout à mon stade final. Même tu vois, sur une échelle de 0 à 100, je ne suis même pas arrivé à la moitié de mon parcours. Après, oui, c'est sûr que quand tu fais un peu de rétrospective, etc., franchement, je suis content quand même de ce que j'ai pu réaliser avec du recul. Franchement, j'étais un peu cinglé, tu vois, de partir de zéro. Tout le monde m'a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Parce que souvent, les gens, ils commencent dans une salle commerciale en tant que coach, ils se font un petit réseau, après ils ouvrent une structure, les gens ils viennent avec eux. Et moi, franchement, j'ai ouvert zéro, quoi. Mais je me rendais pas compte en fait. J'étais tellement dans mon truc, je me suis dit, ça va le faire. Mais donc du coup, je suis plutôt content d'avoir réussi à stabiliser l'activité, le fait que on est quand même sur une bonne dynamique. La salle, elle évolue constamment. Je suis toujours en recherche d'optimisation
de tout, je suis jamais satisfait de ce que j'ai, quoi. Et je veux toujours aller chercher plus à rendre l'expérience du client meilleure, quoi. Ouais. Et même d'un point de vue perso, sur mon coaching, je suis toujours à la recherche d'optimiser mon suivi. Mon template, il bouge tout le temps. Ma vision du coaching, elle évolue tout le temps. Je fais des recherches sur des trucs. Enfin, j'essaie constamment d'évoluer finalement. Après, une chose auquel je suis vraiment fier en vrai, c'est d'avoir créé une identité. Ouais. C'est-à-dire que moi, je me suis différencié des salles classiques, mais j'ai quand même créé quelque chose d'assez fort, je trouve. Les gens maintenant sur Brest me connaissent connaissent la salle par rapport justement à cette identité-là. Ouais. C'est-à-dire que toutes les personnes qui viennent à la salle, en fait, elles rentrent parfaitement dans le moule. Oui. C'est-à-dire qu'elles ont tous cette mentalité en mode je veux changer à leur échelle, hein, mais je veux changer, je veux évoluer, je veux faire des efforts, j'ai des objectifs qui sont entre guillemets hauts, tu vois, par rapport en tout cas où est-ce qu'elles sont. Elles ne veulent pas stagner et tout le monde a un peu ce mindset. Du coup, ça a créé une communauté finalement. Ouais. Et c'est vraiment cool, moi je suis très content. On m'a posé la question, ouais, c'est un peu, des fois on m'a dit ouais, c'est une dictature un peu chez toi, tout le monde se dit bonjour. Ouais. Ouais. Pourquoi t'as imposé ça et tout? Et je fais mais j'ai jamais imposé ça. En fait, ça s'est fait naturellement. Et ça, en vrai, je suis content parce que toutes les personnes qui viennent me disent waouh, c'est fou. Je connais personne. Il y a beaucoup de gens qui ont débarqué à Brest, ils ont tout lâché tous leurs proches, etc. Ils ont débarqué à la salle, ils se sont fait 1 milliard de potes, quoi. Ouais. Et ça, c'est vraiment cool. Bonjour, ouais. Tout le monde se parle. Après, ça dépend des profils. Il y en a qui aiment bien faire leur séance dans leur coin, mais ça se dit bonjour, ça s'entraide, ça se motive. Ouais. Et ça, c'est vraiment appréciable. Je trouve que le cadre de travail est vraiment sain. Et il y en a beaucoup qui me disent que justement, ça leur permet de passer un cap dans leur pratique. Juste l'environnement de travail, même pas les machines, mais juste l'atmosphère des gens fait qu'ils ont envie de mettre plus dans leur séance, etc., quoi. Ouais. Et tu vois des gens carrément déter s'entraîner, forcément ça booste un peu ton mental dans le sens où toi aussi tu vas faire comme eux, tu vas vouloir tout donner, t'entraîner à fond et tout, quoi. Ouais, carrément, ouais. Ouais, il y a plein de gens des fois, ça arrive, tu vois, tu arrives à la salle, t'es pas motivé, tu vois le mec à côté qui s'envoie et les autres à côté, allez, vas-y, tu peux y aller. Et même, il y a des gens qui motivent des personnes qui se remettent au sport. Ouais. Moi, j'aime bien challenger un peu les gens qui débutent aussi, leur montrer c'est quoi une intensité de travail, etc. Et quand je suis en coaching avec des personnes qui débutent le sport, j'ai d'autres personnes à la salle qui vont aller me motiver. Je leur demande pas, tu vois. Ils sont à côté, ils font allez, vas-y. Ouais. Ça, c'est cool. Et au final, la personne, elle apprécie beaucoup. Au début, elle est un peu intimidée, mais derrière, elle s'adore, quoi. Ouais. Et ça, tu vois, c'est une fierté, quoi. Ouais. Et après, c'est le fait que j'arrive à faire évoluer aussi la salle d'un point de vue matériel, quoi. Ça, je suis plutôt content, quoi, que je puisse réinvestir un peu tous les 2-3 mois dans du matériel, avoir du renouveau, donner plus aux gens. Je vois que les gens sont réceptifs, sont contents et ça me fait plaisir, quoi. Ouais. De voir que les gens sont contents, que j'améliore constamment la salle et leur expérience de pratique, quoi. Et qu'en plus, c'est pas comme dans une salle commerciale où tu vois, c'est vraiment pas en général, hein, mais dans la plupart où ça va être le directeur qui va acheter une machine parce qu'il a envie que cette machine elle va attirer plein de monde, tout ça. Toi, c'est plus, tu vois, par exemple, dernièrement, tu as eu la station de gips là. Ouais. Tu sais que forcément tout le monde n'en fait pas des gips, mais par contre, tu as des pratiquants comme moi, Raph, tout ça, de streetlifting, où là, on a vu ça, nous, on pète notre crâne, tu vois. Et c'est un truc qui fait vraiment plaisir, où t'écoutes en fait tes adhérents et tu… je suis toujours à l'écoute. En fait, c'était vers là que je voulais aller tout à l'heure, quand j'ai voulu te couper. C'est que moi, en fait, mon objectif, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de donner le max aux gens. Je suis à l'écoute de tout le monde. Moi, j'ai ma vision du truc. Elle évolue constamment, comme je dis depuis le début. Tu vois, on est passé de prépa physique à prépa power, après à body, après à machin. Je suis à l'écoute de tout le monde, j'ai ma vision et j'essaye de faire… C'est pas juste faire plaisir aux gens parce que je sais que ça va monter entre guillemets le niveau de gamme aussi de la salle, de ce que la salle peut apporter. Mais je ne me repose pas sur mes acquis. Je sais que j'ai un parc de matériel qui est très intéressant et j'ai envie encore d'aller plus loin, quoi, pour offrir plus aux gens. Et je suis vraiment dans cette mentalité-là. C'est-à-dire que moi, tout ce que je gagne, entre guillemets, parce que vous me faites confiance, à prendre des abonnements, à prendre des coachings, etc. Moi, en fait, je vous le redonne derrière. Mon objectif, c'est vraiment de réinvestir. Tout ce que je gagne, je donne. Ouais. C'est pour ça que,
comme je disais tout à l'heure, si on s'arrête là à l'heure actuelle, pour moi c'est un échec. Parce que je n'aurais pas donné assez. Ok. Et ça, on n'en a jamais parlé, mais est-ce que tu as en projet ou pas du tout de changer d'espace, tu vois, pour avoir une salle encore plus grande, ou de faire pas des franchises, mais tu vois, genre d'avoir plusieurs salles, Ouais. ou pas du tout, je sais pas. Si, bah forcément, il faut anticiper. C'est-à-dire que bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein. Ça se trouve demain, je sais pas, il y a une grosse hype autour de la salle. Ouais. 100 personnes arrivent. Comment je fais quoi? Oui. Là, je suis full. Qu'est-ce qui se passe quoi? Là, la qualité de la pratique des adhérents va prendre forcément parce qu'il y aura plus de monde à la salle, il va falloir attendre, etc. Donc oui, certes, j'ai anticipé déjà depuis longtemps. Ça va toujours? Ah ouais, t'inquiète. Ouais. J'ai anticipé ça. J'ai déjà réfléchi, j'ai budgétisé, mais déjà depuis pas mal de temps. Hein. Ouais. Même si je sais que j'y suis pas, mais il faut savoir déjà avoir une vision sur le très long terme et après savoir mettre des étapes. Mais c'est important d'avoir des objectifs assez élevés. Alors après, bon, c'est sûr que là, à l'heure actuelle, si tu me demandes ce que je préférerais faire, ce serait de prendre une salle plus grande dans un premier temps. Après, à terme, en fonction de comment évolue le truc, on ne sait jamais. Moi, je fonctionne énormément à l'instinct, de toute façon. Oui. En vrai, bon, je ne sais pas si j'ai une bonne lumière ou quoi, mais à chaque fois que j'ai eu un instinct, j'ai foncé dedans, j'ai pas réfléchi et souvent ça a marché. Ouais. Même tout le temps, franchement tout le temps. J'ai jamais été déçu. Mais il y a des trucs, sur le papier, ça paraît hyper beau et je fais ah non, j'y vais pas, tu vois. Et finalement, je regrette pas de l'avoir fait. Par exemple, votre station de dips, en soi, j'ai attendu avant de l'acheter, mais au moment où le besoin s'est fait ressentir, l'instinct me disait non, pas tout de suite. Attends, tu vois. Et le moment où j'ai fait c'est là, bam, j'ai pris. Mais je sais pas comment expliquer, mais ouais, forcément, mon objectif à court terme, court terme, tout est relatif, mais l'étape prochaine, je sais que je vais être pas vite, mais la salle peut être blindée. Ouais. Elle peut être blindée, pas rapidement, mais ça arrivera forcément un jour si j'atteins mon objectif. Ouais. Donc il faudra voir plus grand et après l'histoire de franchise peut arriver derrière. Après moi personnellement j'ai une vision quand même, je dis pas qu'elle est spéciale, mais peu de personnes peuvent s'identifier peut-être à ma vision et j'ai du mal à déléguer dans tout ce que je fais. Ouais, je comprends. Donc une franchise pour moi à l'heure actuelle c'est quasiment inenvisageable. Il faudrait vraiment trouver le profil parfait qui matche avec ma personnalité, qui matche avec ma vision parce que je veux pouvoir partager ce que j'ai fait ici à Brest dans d'autres villes. Ouais. Mais moi je peux pas être partout. Mais après je pense que ça peut se trouver. Je pense que c'est assez réducteur de se dire que je suis le seul à penser comme ça. Mais voilà. Ouais, t'as peur que je veux pas me. Ouais. Il y a une personne qui dénature. C'est ça, exactement. Ouais. Après, je sais comment se passe les franchises. Hein. Tu as un cahier des charges, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Déjà, le mec dans l'espace de travail, les machines, etc., il ne pourra pas faire ce qu'il veut. Mais après, c'est lui dans sa personnalité, qu'est-ce qu'il va mettre. Est-ce que lui, par exemple, peut-être il en aura rien à faire des gens. Oui. Il va rester derrière son comptoir, oui, il va rester chez lui, il ne va pas aller voir les gens, les conseiller. Est-ce qu'il a la même vision que moi vis-à-vis de l'entraînement, etc. C'est un peu compliqué. Ouais. J'ai du mal à déléguer. Ouais. Après, voilà. Mais j'aimerais bien, oui, voir plus grand à terme, ce serait cool. Après, moi, si tu veux, vu que l'ambiance de la salle, c'est carrément un peu familial, j'ai créé une communauté. Le fait que l'espace de travail soit assez petit favorise cela. Et si je vais sur du trop grand, type Basic Fit, Fitness Parks, etc., sur les 1000 m², ça va se perdre inévitablement. Ouais. Donc moi, c'est pas mon objectif non plus. C'est de trouver un peu le sweet spot, comme ils disent un peu au Canada, Québec, tout ça. C'est vraiment l'entre-deux parfait où on peut garder l'aspect communauté, mais la salle est un peu plus grande. Du coup, l'espace de travail est mieux réparti. On peut mettre un peu plus de matériel, etc. Ok, ouais. Voilà un peu les projets. Après, voilà, je laisse venir comme ça vient. Mais oui, c'est vrai qu'il faut… Si tu anticipes pas, tu te fais surprendre, je pense. Même si j'anticipe pour dans 5-10 ans, plus, au moins je serai prêt. Quoi. Ouais. Et pour revenir aussi sur ce que tu disais par rapport à la station de dips, c'est le moment où tu l'as prise. Ouais. Moi, il faut savoir pour l'anecdote du coup que Pierre-Yves, il nous avait rien dit à moi et Raph, du coup, et les autres qui font du streetlifting. Mais comme ça, là, je pense à moi et Raph.
Et du coup, j'arrive juste à la salle un jour normal pour m'entraîner. Et je check Pierre-Yves, il me dit regarde. Je lui dis quoi? Et je regarde, et il y avait une station de dips. Tu vois, c'est les surprises comme ça que tu n'aurais pas forcément dans une autre salle ou je sais pas. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Ce qui fait plaisir, quoi. Ouais. Je suis à l'écoute des gens, j'ai mis des boîtes à vider de temps en temps, mais c'est vrai que j'aime bien réserver une petite surprise. Moi, je suis pas trop comme, tu vois, même si je mets le post 3-4 jours après pour que les gens arrivent et font waouh, truc de fou, tu vois. Moi, ça me fait plus plaisir que de me dire allez, je vais communiquer direct dessus, il faut que les gens ils viennent parce que j'ai une station de dips. Je me dis tranquille, c'est bon. Déjà, je régale les adhérents, c'est pour eux que je le fais, pour les remercier, parce que comme j'ai dit, franchement, je pars de rien. Vous m'avez fait confiance au début. Au début, j'avais pas de matos. Tu vois, comme tu as dit, il n'y avait pas la station de dips. Tu es venu direct, tu m'as dit c'est chaud pour les gens en street, les grands. Moi, je savais pas. Pour moi, c'était standard et hauteur de rack, parce que moi, je n'étais pas dans le street lifting. Et direct, je me suis dit, ok, ça a un frein, ça va freiner, les gens vont pas venir. Ok, j'investis. Et c'est un peu comme ça que je fonctionne. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est cool. Ouais, je pense que c'est cool. Je pense que les gens apprécient. En vrai, là, on a fait le tour, tu vois, sur le côté à peu près entrepreneuriat et le côté tout ce qui est ton coaching, comment tu fonctionnes, tout ça. Et du coup, si on résume tout ça à peu près sur une journée type, ça ressemble à quoi une journée type à toi, même si vu que tu es entrepreneur, forcément, ça ne doit pas être tout le temps pareil. Oui, il y a pas mal de on l'entend, mais une journée type à peu près, si tu saurais décrire à plus ou moins. Ok. Journée de type, on peut faire une journée. En fait, après, je répartis, j'ai des blocs dans la semaine, etc. pour que j'essaie d'optimiser un minimum mon temps. Mais une journée type, ce serait je me lève le matin, j'ai mes retours coaching à distance. Donc, en fait, j'ai mis un système en place. Au début, je faisais toutes les présences à la salle. Donc, je faisais 10h, 20h. Ça me prenait beaucoup de temps. Et quand je suis à la salle, c'est compliqué de bosser. Je faisais mes retours en loom à la salle. Je mettais sur pause. J'entendais le bruit de soulevé de terre à côté. C'était compliqué. Donc je me suis dit, j'ai dû mettre une serrure connectée en place qui m'a permis d'agrandir la plage horaire. Moi, je gardais toujours mes 10-20 heures. Et après, je me suis dit, non, il faut que je prenne ma matinée pour tout ce qui est administratif, retour coaching, etc. Une journée type, il y a retour coaching le matin. Après, je viens à la salle pour l'heure de manger à peu près, donc autour de midi. Et j'essaye de caler tous mes coachings en présentiel l'après-midi. Donc en fait, j'ai un gros bloc de travail de 4 heures le matin. Je me lève autour de 7h30, je mange et après, boum, j'envoie. Je fais tous mes retours coaching à distance. Si j'ai des progs, je fais des progs. Ensuite, j'arrive à la salle, donc je fais un peu de ménage. Je range le matériel, je fais un peu de ménage, je remets tous les consommables, etc., le papier, enfin bref, un petit peu tout ça. Ensuite, je mange vers midi et demi, 13h, suivant ce que j'ai en tâche à faire. Si j'ai passé l'aspirateur, et tout le tralala, j'ai plus d'1 heure de ménage. Bon, après, c'est parti du job. Et ensuite, je mange. Et après, ça dépend quand j'ai mes coachings. En vrai, en moyenne, là, je tourne à peu près 2 coachings présentiels par jour, à peu près. Donc, moi, j'essaye de caler des steps avec de l'administratif. Donc, je me cale 1 heure de steps sur mon tapis, je mets ma petite planche, mon PC et je travaille. Et en même temps, il y a les gens qui viennent, ils savent que je suis dispo. Donc même si je fais mes steps, etc., moi je sors de mon tapis, je vais leur montrer. Je vois un mec au bout de la salle qui fait entre guillemets une bêtise ou qui a une question, je vais le voir, etc. En fait, je priorise mes tâches. C'est-à-dire que les tâches où je dois vraiment avoir un gros focus, faut que l'environnement soit propice au travail, je les fais chez moi. Et après, j'ai des tâches secondaires et tertiaires où là, je peux accepter le fait de me faire déranger. Donc, il y a de la programmation, il y a du ménage, etc., et l'administratif. Et je m'entraîne après en fonction de mes coachings. Soit je m'entraîne début d'après-midi si j'ai que après-midi soir. Et sinon, si j'ai un trou entre les deux, je m'entraîne au milieu. Mais en général, je m'entraîne quasiment tous les jours. Et après, derrière, ça dépend. Si j'ai un coaching tard, par exemple, j'ai des coachings jusqu'à 22h à peu près. Le soir, c'est 1000 prep pour le lendemain. Et après, je vais me coucher. Et sinon, si je rentre un peu plus tôt, sur les coups de 20h, en général, je rentre, ça dépend des moments, mais je rentre rarement avant 20h, je travaille encore à la maison. Et là, ça peut être seconde vague, soit de trucs focus, où j'ai besoin de concentration. Et après, il y a beaucoup d'administratif, comptabilité aussi à faire. Ça, c'est vraiment le truc chiant. Je déteste ça. Honnêtement, j'ai l'impression de perdre du temps. En fait, c'est frustrant, tu payes un expert comptable et au final, tu fais tout la compta. Mais bon, ça fait partie du job. Mais une journée type, ça me ressemblerait à ça. Coaching distance, présentiel, entraînement, programmation, entretien de la salle et de l'administratif.
à peu près ça. Donc ouais, tu t'ennuies pas trop, on va dire. Non, je m'ennuie pas trop. Ouais. Ouais. Depuis l'ouverture de la salle, j'ai pas pris plus d'un jour de repos. Ouais. Un vrai jour de repos, j'en prends une fois tous les mois à peu près. Je me dis bon là il faut quand même poser, tu vois, même si j'ai une to-do list énorme. Mais sinon ouais, j'ai pas pris de vacances, etc. Mais c'est vrai que je m'ennuie pas. Ouais. C'est vrai que c'est très riche en termes d'expérience. C'est-à-dire que tu fais beaucoup de choses. Ouais. Tu fais beaucoup de choses, t'as pas le temps de t'ennuyer. Mais parfois je me perds. C'est-à-dire que tu commences une tâche, tu sais que tu as l'autre à faire. Tu te dis ok, j'ai fini à peu près la moitié de la tâche, je vais sur l'autre. Et l'autre tu finis pas totalement, tu repars sur un autre truc. Et en fait tu te rends compte que ta to-do list finale elle reste pareil. Tu as avancé dans tout, mais tu les as pas finis. Ouais. Et ça c'est problématique aussi. Mais bon après ça c'est de l'organisation. Franchement moi je suis quelqu'un de très désorganisé et bon j'ai acquis quand même quelques compétences là-dedans. Je suis pas au top, mais c'est hyper important. En fait ton temps, en fait t'es limité par ton temps finalement. Oui, pour mettre des choses en place, etc. Quand j'étais très actif sur les réseaux, moi je vais me coucher à 1h du mat pour finir mes montages, mes scripts, etc. Donc ça rajoute pas mal de charge, quoi. Ouais. Et en soi, tu l'as déjà répondu à peu près de toute façon, hein, mais tu vois, c'est en essayant de traquer un peu tes habitudes et en faisant tout agenda, tout oui, si je dis pas de bêtises, non? Ouais, c'est ça. Que tu arrives, tu vois, à mêler vie perso, vie pro, vie sportive, tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Après, honnêtement, vie perso, c'est compliqué. Ouais. Voilà, tout tourne autour de la vie pro. Oui, c'est sûr. Je priorise le sport et le boulot. Ouais. C'est sûr que si je devais me libérer du temps pour le côté perso, je perdrais de fou en rendement, quoi. Oui. Et honnêtement, je peux pas me permettre. Tu vois. Ouais. Est-ce que tu considères ça comme un sacrifice ou pas forcément? Alors, honnêtement, oui. Honnêtement, oui, pour la majorité des gens. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi je bosse autant. Mais je leur explique, même si je fais pas ça, comment tu veux que j'évolue, quoi. Ouais. Mais c'est un gros sacrifice. Après, ça dépend de la personnalité de la personne. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de très casanier, j'aime pas sortir. Socialement parlant, je suis pas quelqu'un de très extraverti. J'ai un très petit cercle, très petit cercle. Et ça me dérange pas de rester chez moi et de faire salle chez moi, boulot chez moi. Moi, ça me convient bien, quoi. Mais il y a beaucoup de personnes qui apportent une grande importance au côté social. Et oui, pour elles, limite, ce serait inconcevable de faire ça, quoi. Ouais. Et c'est pour ça aussi qu'il y a la limite de l'entrepreneuriat pour certains. Parce qu'elles ne sont pas prêtes à faire ce qu'il faut pour atteindre. Si, ouais. Ça demande énormément de travail et surtout sur le long terme. Comme j'ai dit, il y en a quelques-uns qui, avec les réseaux, ils ont un boom. Bon, tu bosses un peu pendant 2-3 mois, je vois beaucoup de TikTok, des trucs comme ça, même si je ne regarde plus du tout les réels et tout maintenant, mais il y en a qui disent ouais, j'ai bossé 2 mois non-stop et maintenant j'ai atteint je sais pas combien de revenus. Mais ça, c'est une minorité. Et encore une fois, ils ne sont pas capables de gérer. Et si tu joues le travail du long terme, tu es obligé de faire des sacrifices. Après, ça dépend des envies de la personne. Mais tu peux pas jouer sur tous les tableaux. Ouais. Pour moi, si j'avais priorisé mon côté social, là, il n'y aurait plus l'Athletic Camp. Ouais. C'est sûr et certain. Ouais, je comprends. Ouais. Et j'ai perdu la question que j'avais. J'ai perdu la question que j'avais. Bon, c'est pas grave, on va passer de toute façon cette question, mais du coup, ouais, la salle, là, qu'est-ce que ça a changé en soi dans ta vie? Même si je pense que tu vas me répondre tout, mais comme on a dit un peu sur le train de vie. Forcément, toutes mes pensées, tout tourne autour du business. Des fois, j'arrive pas à dormir. Ouais. Il y a toujours des trucs qui me travaillent. Putain, demain, je dois faire ça. Ah tiens, j'ai eu cette idée-là. Et j'essaye de creuser sur l'idée, d'aller chercher loin. Donc c'est vrai que ça impacte beaucoup quand même ton quotidien. Et comme j'ai dit, ouais, je travaille quand même beaucoup, quoi. En vrai, en moyenne, je suis entre 80 et 100 heures par semaine, à peu près. Sur le long terme, voilà. Après, encore une fois, au début, quand j'ai commencé, je devais tourner autour de 50 heures. Et en fait, c'est un peu comme l'entraînement, c'est-à-dire que tu acquiers une capacité de travail progressivement. C'est de la surcharge progressive. Ouais. Moi, tu me mets il y a 2 ans à l'ouverture, tu me dis ouais, dans 1 an tu vas bosser 100 heures. Je suis vas-y, jamais de la vie je signe pas, tu vois. Ouais. Et déjà, je serais même pas capable de le faire. Et au final,
Moi, je trouve pas que c'est une charge de fou maintenant. Tu sais, je le fais de manière normale, etc. Ouais. Donc ça a changé ça. habitué, Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et comme j'ai dit, après, bon, tu sais, on en a parlé un peu au début, le mental un peu de résilience, etc. Mais le business, ça a beaucoup changé ça. Enfin, Oui. honnêtement, tu me demandes, c'est peut-être une question d'ego, mais moi j'ai l'impression d'être inarrêtable. Ouais. C'est-à-dire que tu peux me mettre au fond du trou, moi ça me pose pas de problème. Ouais. Je remonterai, je ferai le truc. Tu peux me mettre, salut Xavier, tu peux me mettre autant de claques, tu peux me faire des crasses et tout. Ça m'impactera même pas, je continuerai quoi. Et ça a vraiment été ça m'a vraiment développé, me faire passer un cran. J'avais déjà ça et je suis allé là-dessus. Je pense que, et petit à petit, je vois que j'atteins encore un niveau, j'ai l'impression que ça s'arrêtera jamais. Ouais. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression d'être intouchable quoi. Ok. Ouais, c'est Intouchable. beau ça. Ouais, non, je te jure. Après, c'est peut-être une question d'ego, hein, Ouais. mais c'est vraiment l'impression que j'ai quoi. Et je trouve que ça m'aide aussi à voir ça. Et après, moi, je suis quelqu'un de très, très, très introverti. Et beaucoup de personnes m'ont dit, t'es un malade mental, d'ouvrir une salle, tu vas devoir être au contact de gens ouais. tout le temps, tu vas devoir vendre tes services. Comment tu vas faire? Et en fait, moi, je kiffe de fou sortir de ma zone de confort. Ouais. Je savais que je voulais aller faire ça, par exemple, et avant de rentrer au Stade Bressois et tout, un été, si je pouvais travailler à l'usine, etc., je me dis non, je vais aller travailler en camping, animateur sportif. Ok. Et je parlais pas à un inconnu, je parlais pas quoi. Et je savais que, mais tout le monde m'a pris pour un fou furieux parce que c'était pas moi. Ouais. Je me dis non, mais moi je veux aller là-bas Ouais. en fait. Et si je vais à l'usine, certes, je vais être tranquille dans mon confort, mais ça va pas m'aider à aller là-bas. Moi, je vais aller là-bas, donc il faut que je sorte de ma zone de confort pour pouvoir aller là-haut. Ouais. Et je suis un peu tout le temps comme ça. Donc du coup, forcément sur ce côté-là, bon, je garde ma personnalité. Hein. C'est sûr que je reste un peu introverti, voilà. Mais par contre, ça m'a développé de fou. De ce côté-là quoi. J'ai pas peur d'aller parler aux gens et même forcément tu es obligé d'aller négocier à la banque, tu es obligé d'aller à la mairie négocier tes trucs, tu es obligé d'aller là-bas l'agent immobilier, tu es obligé de négocier, donc ça te demande de t'affirmer, des choses que je faisais pas avant. Et oui, niveau personnalité, ça m'a développé de fou. Ouais. Ok. Et du coup, ouais, la question que j'avais tout à l'heure, je viens de la revoir. Ok. Mais en gros, c'est quoi les conseils que tu donnerais déjà à quelqu'un qui veut entreprendre et parallèlement à quelqu'un qui veut entreprendre en ouvrant une salle, tu vois? Déjà, savoir pourquoi tu le fais. Est-ce que tu le fais pour l'argent ou est-ce que tu le fais parce que c'est ta passion? Ouais. Tu le fais pour l'argent, t'es mort. Ouais. T'es mort parce que, comme on a dit, t'as beaucoup d'obstacles. T'as trop de choses qui vont te démotiver. Et si t'as pas cette flamme en toi, te dire non mais c'est ce que j'aime faire. Et t'es obligé de donner limite ta vie pour ton business. Tu vois, comme on a dit, je travaille beaucoup. Si c'est pas ta passion, tu vas subir et sur le long terme, tu n'es pas capable. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui disent que les 5 premières années, tu vois, c'est un peu la survie quoi. Au début quoi. Donc si tu n'es pas prêt à sacrifier 5 ans de ta vie pour que ton business il marche, ça sert à rien déjà de commencer. Ouais. Donc savoir pourquoi tu le fais et est-ce que tu es passionné. Et après c'est tenter. En fait, c'est ça qui est beau entre guillemets, c'est que moi par exemple j'avais ouvert mon auto-entreprise au tout début de coaching Indiv avant la salle, que j'ai dû fermer pour une société pour la salle. Mais tu le fais en un clic. Tu peux tenter ta chance, tu peux vendre tes services, tu peux maintenant avec les réseaux sociaux créer ton propre petit business, après tu le feras évoluer derrière, mais en tout cas tu peux te permettre de tenter. Ouais. Donc déjà je conseillerais aux gens de tenter et ne pas attendre d'avoir le produit final. C'est-à-dire que moi, si j'avais dû attendre d'avoir cette vision de la salle aujourd'hui, j'aurais jamais commencé. Ouais. La vision, elle évolue, ton idée de business, elle évolue sur le long terme. Il faut juste commencer. Et pareil, tu vois, par exemple, il y a le feedback des gens. Ne pas rester borné, tu vois, en mode ouais, ok, je fais mon truc, c'est comme ça, lui il est pas content, tant pis, je vais voir ailleurs. Non, t'écoutes. Tu dis pas que tu vas faire, mais t'écoutes. Tiens, t'écoutes lui. Ça fait évoluer ton truc. Et en fait, le fait d'avoir les feedbacks des gens va faire évoluer ton produit. Mais la priorité absolue, c'est de faire tout ton possible pour que ton produit soit le meilleur possible. Ok. Ouais. Tout ce qui est communication autour, c'est superflu. Oui, ça peut t'aider à apporter du monde. Mais moi, tu vois, la communication, je suis zéro. Je suis vraiment une bille. Voilà, je suis nul, je sais pas quoi faire, je connais pas les algorithmes, etc. Je suis nul. Sur le réseau, je suis même pas connu. Tu vois, la salle a 950 abonnés. Moi, j'en ai 750. Tu vois, c'est rien du tout. Mais je sais et je suis persuadé que mon produit, il est fou. Ouais. Et c'est ça qui fait que ça va marcher. Okay. Parce que le produit est bon. Donc, concentré sur le produit
pourquoi tu le fais. Est-ce que c'est une passion? Est-ce que tu es prêt à faire les sacrifices qu'il faut? Parce que les gens ne se doutent pas en fait de tout l'investissement qu'il y a. Même moi, hein, personnellement, au début, comme je t'ai dit, je bossais 50 heures, mais je me serais jamais douté que j'arriverais à ce niveau-là. Et je sais que si je veux passer un stade, je vais devoir aller encore un peu plus loin que les 100 heures. Parce que je vois qu'avec mon emploi du temps actuel, j'ai du mal à me débloquer du temps pour pouvoir bosser sur le business et pas dans le business. Donc ça, c'est aussi un truc au début que je bossais beaucoup sur faire vivre le business, donc tout ce qui est coaching à distance, faire le ménage, etc. Mais tu as du mal à allouer du temps pour faire évoluer ton business finalement. Tu le fais vivre, mais le faire évoluer, c'est autre chose. C'est sûr, Ouais. Et ouais, voilà. Et bah après, c'est prendre le risque, mais toujours l'action. En vrai, on entend beaucoup ça si tu regardes un peu les réels sur les entrepreneurs, mais ça, c'est vraiment pas bateau, quoi. C'est vraiment faire les choses. Ne pas se poser de questions. Si tu te poses des questions, t'es mort en fait. C'est comme je t'ai dit, moi j'ai ouvert la salle, je me suis pas posé de questions. Je me suis dit, j'ouvre avec 0 client, c'est pas grave, j'ouvre. Et pas peur d'échouer. Si tu as peur d'échouer, tu vas pas faire ce qu'il faut. De toute façon, tu sais que tu vas atteindre tu vas devoir aller tout en bas pour monter tout en haut. Donc si t'es pas prêt, si tu as peur d'aller tout en bas, fais pas en fait. Parce que tu sauras pas gérer ce moment-là. Tu sauras pas gérer, ce sera trop dur pour toi et tu peux craquer, quoi. Mais tenter ta chance. Franchement, tu peux tenter ta chance en prenant des risques mesurés, quoi. Tu ouvres une autre entreprise, tu investis un petit peu dans du matériel, etc. Tu fais tes petits trucs, bon, ça marche pas, ok. Et tu vois si tu as cet esprit entrepreneur. Mais comme on a dit, c'est inné, quoi. C'est inné aussi. Il y en a beaucoup tout le monde peut tenter, mais tout le monde n'a pas la fibre. Voilà. Je sais pas si c'est des bons conseils. Si. Ok. Et est-ce que, dernière question en soi pour le fond du truc, est-ce que ta vision du sport, elle a changé, tu vois, entre aujourd'hui et il y a 10 ans, avant du coup d'ouvrir ta salle, de commencer à coacher, de tout ça, quoi? La vision du sport de manière générale? Ouais. Ou alors tu prends différents aspects, hein, si tu veux, mais… Si. En tout cas, même ma vision du coaching, comment j'aborde mes coachings, oui, elle est différente. Même tu regardes mes programmations, elles sont complètement différentes. Après, je sais pas si tu parles de conception de séance ou de manière générale le sport, mais je pense, le sport c'est… Tu parles d'un point de vue, je sais pas trop, d'un point de vue perso, d'un point de vue pro, en fait c'est assez vague, je sais pas trop. Ouais, c'est vrai, mais ça va plus être général, ouais. Comment tu vois le sport en lui-même, quoi? Est-ce qu'il a évolué? Est-ce que la mentalité des gens a évolué? En vrai, pas assez vite. C'est vrai qu'avec les réseaux, tu vois, vu que j'ai dit que les States, tu vois, ils sont un peu en avance d'un point de vue mentalité, d'un point de vue infrastructure, etc. Ils sont à des années-lumière de nous. Je me suis dit, bon, avec les réseaux, moi j'ai pu voir ce qui se fait là-bas, tout le monde voit ce qui se fait là-bas, quoi. Et je me suis dit, bon, ça va forcément évoluer. T'as des jeunes qui vont arriver, c'est génération téléphone, ils vont voir, ils sont à fond dans leur sport, ils voient qu'aux States, putain, ils font de la muscu, ils vont venir faire de la muscu, par exemple. Mais ça prend pas trop. Et on a un peu… En fait, ils ont envie de le faire, mais ils n'ont pas encore la mentalité de se faire mal. Mais je pense que c'est même au-delà de ça. Ils ont l'envie, mais parce qu'en fait, aux States, l'avantage qu'ils ont, c'est que déjà, c'est dans leur coutume. Les universités, etc., bon, certes, elles sont payantes, mais ils investissent là-dedans. C'est dans la culture et c'est un moyen d'élévation sociale. Donc en fait, les athlètes, ils ont les crocs. En fait, nous, en France, bon, tout le monde on est un peu dans le confort quand même. On est un peu dans le confort, ça se passe pas bien avec ton coach, ça va aller se plaindre, papa, maman vont aller se plaindre, le coach il va te faire jouer. C'est pas comme ça que ça marche, le sport. T'es bon, tu joues, t'es pas bon, tu joues pas. Bon, c'est dur, mais ça t'apprend la vie. C'est comme ça dans la vie. Tu fais pas bon ton taf, tu vires, tu vois, limite. Dans certaines boîtes, normalement ça devrait être ça, tu vires. C'est pas oh mon pauvre petit, machin. On est trop comme ça. Donc pour moi, la vision du sport, elle aurait pu évoluer parce qu'on sait ce qui se fait là-bas, mais elle n'est pas encore arrivée chez nous. Et je pense qu'elle n'arrivera pas chez nous. Maintenant, je suis quasiment… Pas du tout. Certains. Certains, ils ont… Et justement, c'est l'élite, tu vois. Ceux qui sortent du lot, pour moi, c'est parce qu'ils ont acquéri ça un petit peu. Mais par contre, là-bas, ils sont… Bon, c'est vrai que tu regardes sur les réseaux, tu as l'impression qu'ils sont tous comme ça. Mais tu as une majorité des athlètes, ils sont à fond, quoi. Ils vont tout optimiser pour leur quotidien. Et ce qui est beau, bon, en France, il y en a quand même pas mal, mais c'est pas une majorité. Et c'est un plaisir de pouvoir les accompagner. C'est sûr, ce genre d'athlète, c'est vraiment appréciable. Donc, elle change petit à petit, mais elle ne changera pas totalement. Il ne faut pas s'attendre à avoir des infrastructures de fou, parce que ça ne marchera pas. Une salle avec, je suis désolé, mais avec 20 racks, tu ne verras jamais ça en France.
Alors que Les tu sais, gens c'est ils vont normal, vers quoi. les machines, peut-être, etc. Et là-bas, c'est logique, tu vois. Tu regardes un coach, il va te faire directement faire du squat, du soulevé de terre. Là, tu prends quelqu'un ici, tu lui dis bon, on va faire du soulevé de terre. Ah non, non, j'ai vu et tout, c'est dur pour le dos, j'ai vu ta petite machine, elle est sympa. Ouais. Là, je suis assis sur mon truc, je tire, tu vois. C'est comme les. Je sais qu'il y en a pas mal qui parlent de ça, surtout en ce moment, des tarifs de coaching. Quand tu compares entre, par exemple, les States et en France, tu vas aux States, tu te dis, je sais pas, $100 pour la séance accompagnement privé, tout ça. La personne, elle va être OK. Genre, tu sais, il n'y a pas de questions, pas de questions en mode, ouais, t'as fait quel diplôme pour proposer ça, tout ça, tout ça. En France, je sais que c'est pas exactement pareil et que les gens ont tendance à trouver qu'un abonnement à la salle ça peut être cher, à trouver machin, Ouais. alors qu'en vrai ils se rendent pas forcément tous compte, après ça dépend du contexte forcément, mais Oui, ils se rendent pas compte de la valeur oui, du truc. c'est Ouais, ça. c'est parce qu'ils mettent pas ça en priorité dans leur. Même rien que leur santé. Le sport, c'est la santé. Oui, Et ils mettent pas ça en priorité dans leur cahier, quoi, entre guillemets. ouais, Ils préfèrent prioriser les sorties, le côté social, etc. Mais c'est parce que c'est pas dans notre culture, en fait, finalement, de mettre ça en priorité. Et comme tu dis, aux States, ouais, il y en a qui vont payer des coachs 1 000 € par mois et c'est logique, quoi. Ouais. Même si ça correspond à un tiers de leur budget mensuel, mais ils vont le faire parce qu'ils savent que ça va leur apporter, que c'est important pour eux, c'est dans la culture. Quand ils étaient jeunes, ils font du sport, etc. Nous, c'est compliqué, ouais. ouais. Et après, c'est compliqué de faire changer la mentalité des gens, leur faire comprendre que oui, c'est un investissement, que ça va vraiment changer leur vie. Et même au-delà de ça, tu vois, le fait de mettre beaucoup d'argent va investir la personne dans son processus. Aussi, ouais. Ouais. Ça c'est un truc aussi, je trouve que les gens ont du mal à comprendre que tu payes, ok, c'est pour un service payant, tout ça, mais rien que le fait de payer une personne, ça va t'engager toi plus à faire les choses. Ouais, tout à fait. Et après, en France, il y a une relation temps-argent qui est trop présente. C'est-à-dire que ils vont dire ah non, mais pourquoi je vais prendre un coaching avec toi à 600 € l'heure, tu vois. C'est beaucoup trop cher. Qui tu es pour proclamer que tu vaux 100 € l'heure. Sauf qu'il faut dissocier ça. Ouais. En fait, toi, tu vends une prestation, tu vends un résultat déjà. On a l'impression que tu vends un résultat. Ouais. Tu vends forcément tes compétences, mais tu vends pas ton temps. C'est pas cette variable-là sur laquelle il faut jouer. Et beaucoup de gens viennent et tu dis ça. Limite, tu leur dis bon bah voilà, un suivi, c'est une connerie, 300 € par mois. Les gens vont dire mais attends, tu me fais des retours de 10 minutes, on échange de temps en temps par message et ça te prend 1 heure dans le mois et tu me dis que ton heure, tu la factures 300 €. Bah ouais. Tu vas atteindre ton objectif parce que je vais t'amener du point A à ton point B. Ça vaut ce prix-là. Et les gens, ils réfléchissent trop en mode temps-argent. Ça, c'est un truc qui, moi, je sais que sur les coachs en ligne, là, je vais prendre le streetletting en exemple. La plupart, tu vois, fonctionnent au mois. Donc, ça veut dire tu vas prendre X mois et chaque mois va te coûter tant. Moi, je fonctionne au résultat. Et c'est des trucs que quand j'annonce à mes coachés, qu'on en appelle tout ça, que je fonctionne au résultat et pas au temps, tout ça, ça les surprend beaucoup. Et je comprends, c'est normal en soi. Hein. Mais c'est quelque chose qui, comme tu dis, la relation temps-argent, elle est pas assez vue en France, je sais pas comment dire. Parce que toi, du coup, comment tu fonctionnes du coup, En gros, je fonctionne au résultat, donc si tu veux, Pas que le résultat soit non plus dans 3 ans. Quoi. Oui, c'est ça. Mais tu vois, en gros, par exemple, si on se fixe le résultat d'atteindre 50 kg sur le total, tu vas payer ton offre pour atteindre 50 kg sur le total. Mais que tu vois, on prenne 9 mois ou 3 mois pour l'atteindre, on l'atteindra. Okay. Quoi. C'est pas Ouais. Et ça dépend. Après, je sais que c'est pas fait pour tout le monde et que si la personne veut vraiment se fier au mois, on peut faire des arrangements, tout ça. Mais c'est un moyen, je trouve, qui implique plus la personne à vraiment aller atteindre son résultat. Mais c'est vrai que c'est pas très développé et que, que toute personne fonctionne comme ça. Ouais, mais c'est sympa. Mais, parce que la personne sait que pour atteindre son résultat, ça va lui coûter tant. Est-ce qu'elle est prête à investir tant pour aller là-bas? Au moins, c'est clair et net. Parce que c'est sûr que quand tu dis au mois, moi je fonctionne au mois personnellement, un peu comme tout le monde. Mais c'est sûr que quand tu fonctionnes au mois, tu sais pas si ça va te prendre 3 mois, 6 mois, donc le budget peut doubler facilement. Quoi. C'est ça. Ouais. Mais pour la plupart, après, tu vois, je fonctionne du coup au résultat. Mais c'est vrai que la plupart, au final, préfèrent me payer au mois parce que c'est plus simple pour eux. Que forcément, tu sais combien tu vas payer, pendant combien de temps, tout ça. Donc forcément, je comprends ça, il n'y a pas de
pas de problème là-dessus. Est-ce que tu aurais des recommandations, que ce soit livres, YouTube, des personnes à regarder, je sais pas quoi, des athlètes à suivre ou autres à recommander? Ouais, un petit peu. Après, moi, je suis pas, comme je dis, je suis pas très. Je vais commencer à m'y mettre, mais je suis pas très lecture, etc. Ouais. Moi, je regarde beaucoup. Je suis quelques podcasts. Après, je regarde des vidéos, comme je dis, plutôt de préparateurs physiques, etc. Après, d'un point de vue business, mindset, j'aime bien Nick Bare aux States. C'est un hybride athlète qui a créé sa boîte de nutrition. Il fait du contenu intéressant. Il a des guests qui sont sympas. Après, j'aime beaucoup aussi Hormozy. Bon, lui, il est connu dans le monde du business. Il a ouvert plusieurs salles de sport aussi. Après, je sais pas trop. C'est vrai que après, je suis plus trop réseau. Franchement, j'y vais plus. J'ai tout enlevé. Je me suis mis à ne pas déranger. Je vais plus sur Instagram. Je trouve que ça influence trop. Ça change trop. Tu te perds. Tu te fais trop influencer. Mais c'est vrai qu'à un moment, en ce moment, je suis un peu en détox, donc je ne regarde plus rien. Mais à l'époque, j'avais des préparateurs physiques comme Overtimes Athlete, j'avais Pierre Elite Performance, même si j'aime un peu moins leur contenu maintenant. J'avais Adonis Harrison, qui j'ai Darou Strong pour plus les sports de combat. Donc c'est Phil Darou. Qui je suivais aussi, tac. J'aime bien Coach Wyatt pour un peu le côté sprint, mécanique de course. Après en tant qu'athlète, la mentalité un peu américaine. Je sais que Russ Horry, j'aimais beaucoup à l'époque quand je regardais le powerlifting. J'aimais bien. Après, il est un peu entrepreneur aussi, hein. Il a ouvert sa marque de vêtements, il a ouvert sa salle. Bon, on l'a dû fermer, mais il a ouvert sa salle aussi. Et au point de vue mindset, je sais qu'il y avait quelqu'un que j'aimais beaucoup, mais j'ai perdu son nom. Donc je pourrais te le retrouver limite, mais je ne l'ai pas comme ça. Ok, ça marche. Et du coup, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Que ce soit sur les réseaux, du coup, l'adresse de la salle, où c'est tout ça? Ouais, alors sur les réseaux, vous pouvez retrouver la salle, c'est Athletic Camp. Donc ça finit par IC Athletic Camp, ou PY Athletic qui finit par IC également. Donc ça, c'est plus pour mon côté perso. Après, il y a mon site internet, Athletic Camp. Voilà, et vous retrouvez mes services aussi en tant que coach préparateur physique dessus. J'ai une petite chaîne YouTube, mais je ne suis pas très actif dessus. Bon, je la donne quand même, mais c'est PY Athletic. Et voilà, en vrai, vous pouvez me retrouver là-dessus. TikTok, bon, je ne suis pas trop sur TikTok, j'aime pas trop. Mais sinon, moi, je fonctionne beaucoup Instagram. J'aimerais bien développer mon YouTube, à terme aussi. Mais pour le moment, c'est surtout sur Instagram. Vous pouvez suivre un peu mon quotidien, vous pouvez voir un peu mes coachings, etc. Ma vision un petit peu aussi de la préparation physique et un peu le backstage aussi de l'entrepreneuriat. Et après, la salle Athletic Camp est à Brest, de rue Réaumur. Voilà, une petite salle de 300 mètres carrés. Si tu veux passer, si tu es de passage à Brest, n'hésite pas à passer faire une séance. Je fais des séances d'essai gratuites, d'ailleurs, si jamais c'est pas intéressé. Et écoute, c'était cool. Franchement, c'était top. Merci du coup d'avoir accepté et tout de faire ce podcast et tout. Moi, tous mes podcasts, du coup, je les finis sur une citation. Et vu que là, je suis avec un invité, je te laisse tout simplement l'honneur de terminer, conclure le podcast avec la citation. Ok. J'ai une citation qui me plaît beaucoup. Elle vient d'Hormozy d'ailleurs. C'était fait tellement de volume qu'il deviendrait déraisonnable d'échouer. Moi, je suis vraiment partisan de ça. De toujours envoyer. Tu n'as jamais les résultats tout de suite. Tu les as longtemps après. Et des fois, tu ne te rends même pas compte que tu as des résultats qui arrivent. Mais si tu t'attends à ce que quand tu fais une tâche, ça t'apporte ça, tu es à côté de la plaque. Il faut juste être constant, régulier, faire du volume, ne pas écouter les gens. Pourquoi tu travailles autant? Viens, on fait ci, viens, on fait ça, ça sert à rien, machin. Et tu leur montreras que le fait d'être constant, de travailler beaucoup, tu peux faire n'importe quoi. Ok. Merci beaucoup. Ouais, avec plaisir. Merci à toi, super. Pierrot, de m'avoir interviewé. Merci.